Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans un nouvel épisode de Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et aujourd'hui, nouveau setup, nouvel endroit, nouvel invité. Et on a la chance d'avoir une invitée. Exactement, et en plus de ça, parce que je suis obligé de le dire vu qu'il est en face de moi, j'ai Gom Gom, pour ceux qui ont la référence, la nuit au musée, parce qu'il y a une statue de l'île de Pâques en face de moi, donc je suis obligé de le préciser. Je sais pas si on mettra une photo, mais en tout cas, Non. Erwan n'a pas vu la nuit au musée, Sonia non plus. Donc ça fait deux personnes autour de la table qui n'ont pas vu la nuit au musée, alors que c'est un film extraordinaire, que je vous recommande. On y va ? Bah, vas-y, fais la transition après ça. Et aujourd'hui, on reçoit Sonia. Bienvenue Sonia. Merci, bonjour Erwan, bonjour Amaury. Et aujourd'hui, on va parler de toi. On veut tout savoir sur toi. Et on va te poser un maximum de questions. Sonia, elle vient de Paris, donc on est plutôt très content. Oui. J'ai récupéré à Nantes pour la petite histoire. Et là, on est à Basse-sur-Mer. Et Sonia, elle est arrivée, elle m'a dit « Je veux vivre ici ». C'est vrai ou pas ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, quand on arrive ici, c'est juste incroyable. Alors, faut pas le dire trop fort. Mais c'est un paradis, surtout l'été, c'est un paradis. Ah, il fait hyper beau. Faut rester discret. Il fait hyper beau, on est dans un endroit qui est assez ouf. Ouais. Donc ça va être très cool. Sonia, tu nous as dit que tu avais écouté le podcast. Donc on commence à avoir presque la fierté de se dire on n'a même plus besoin de t'expliquer. Pas besoin d'intro, pas besoin de... Ouais. Bah alors c'est parti. C'est parti, allez au charbon, c'est parti. Alors on est plutôt sur Mercastor du coup, si tu as écouté, les différents podcasts. Est-ce que du coup, tu as dû l'entendre sur les derniers, je sais pas si tu as pu encore les écouter les derniers, mais en fait on fait évoluer notre question puisqu'on aime bien se dire au départ qui est la personne à qui on va remonter justement le fleuve ou la rivière de sa vie. Qui est cette personne aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous dire en 1 minute idéalement qui tu es aujourd'hui avant qu'on remonte sur ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur ? Ok, alors en 1 minute. Chrono, ça a été tenu par Il y a- certaines personnes, mais Il y a un c'est assez timer. rare. Il y a un timer. C'est parti. Ok, alors qui je suis ? Donc je m'appelle Sonia. Donc tu étais avocate au barreau de Paris. Donc je m'appelle Sonia, Ok. je suis investisseur immobilier à Paris. J'ai investi depuis 10 ans en moyenne, un petit peu plus. Je suis ancienne avocate au barreau de Paris. Je suis aussi toujours inscrite au barreau de Londres comme sollicitor. C'est la classe. Ah, intéressant. Ouais. Donc du coup, tu es inscrite aux 2 barreaux. Ouais. Enfin C'est Paris, possible je me suis d'être- fait au maître, bien sûr, ouais. En fait, Tu peux être à Tokyo, à Londres, à New York. Tu peux aller dans tous les barreaux du monde. Attention, par contre, oui, tu peux, mais il faut passer des examens avant. Ah, ok. Il Ouais, n'y a pas une histoire où. Alors, je crois que c'est sur médecin, je sais pas si c'est le cas sur lawyer, si on doit reprendre aux États-Unis. Quand tu es avocat aux États-Unis, tu dois peut-être passer quelque chose pour te mettre à jour, parce que le droit ne fonctionne pas de la même manière, j'imagine. Ah oui, tu passes des examens ouais, pour chaque chaque barreau ouais. Tu Ah, passes donc des examens. pour Londres, tu as repassé des Ah examens oui, je me suis fait chier. Ouais. Ouais. Ok. C'était un examen qui était beaucoup plus difficile que le barreau de Paris. Ah ouais. Ah ouais, rien à voir. C'était vraiment. Et pourquoi tu as fait ça ? Parce que, en fait, je parle anglais depuis toujours. Enfin, je suis à l'école, j'étais très bonne en anglais. J'étais fascinée par l'Angleterre. Ok. Et si tu veux, quand j'ai voulu faire mes études de droit, j'étais tellement fascinée par l'anglais, l'Angleterre, que je voulais faire un double cursus. Mais sauf qu'à l'époque, c'était, enfin, je pense toujours maintenant, c'est très très sélectif. Et j'avais pas pu faire un double cursus droit anglais, droit français. Et du coup, à la fin, quand j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler. Après, je suis partie à Londres, mais ça, je vous raconterai plus tard parce que là, on tient plus le délai de 1 minute. C'est mort. On l'a Là, éclaté. c'est mort, ouais. ma faute. Après, je suis partie à Londres, je suis devenue journaliste, j'ai vraiment pas du tout aimé. Du coup, je suis revenue à Paris et en fait, j'ai voulu passer le barreau anglais. Moi, pour me challenger, voilà. Donc, j'ai passé Et le t'as barreau anglais. plaidé à Londres ? En fait, non, parce que je suis solliciteur, je suis pas baristeur. Parce qu'en fait, en Angleterre, la prof. Ouais. Bah oui, évidemment. Alors, le podcast a pris un level. Parce que, en fait, en Angleterre, la profession d'avocat, elle est divisée en deux. Il y a d'un côté les solliciteurs qui font des contrats, qui rédigent, par exemple, des testaments, voilà. Et de l'autre côté, tu as les baristeurs qui vont plaider. Ok. Donc, je suis pas baristeur, je suis solliciteur. Ok, donc c'est capable de rédiger. Oui, je ok. conseille mes clients. Ok, mais tu vas pas plaider à la barre. Non. Ok. Après, on peut passer un petit examen, mais de toute façon, je suis pas là-bas. Et puis, Ok. voilà, je fais pas du tout de contentieux, de toute façon. Ok. Je suis anti-contentieux. Pour ceux qui suivent Sweets, tu fais pas ça. Non. Ok. T'as dit quoi ? Suits. T'as dit Sweet. Respecte J'ai la compris. série, frère. C'est Suits. C'est Suits ou pas, toi qui es bilingue ? Suits. Bah très bien. Et Moi, j'ai compris, ça marche aussi. Du coup, donc, en ta présentation 1 minute, c'est aujourd'hui, tu fais de l'investissement immobilier et tu étais avocate. Ouais. Ok. Exactement. Bon, bah, ça nous laisse défiler. Est-ce que tu peux nous expliquer ton premier souvenir d'entrepreneur ? J'ai entendu que tout à l'heure tu disais investisseur et pas investisseuse, donc je sais pas si tu veux qu'on. Donc, on va dire entrepreneur. déjà, est-ce que c'est un combat pour toi de dire investisseur, investisseuse ou tu t'en fiches ? Non, j'aime pas le terme investisseuse. Je trouve que c'est trop. C'est un peu féministe. Ok. Enfin,
En fait, quand on est investisseur, on est investisseur, quoi. Peu importe. C'est comme un médecin, peu importe qu'il soit homme ou femme, Ok. il est médecin, quoi. Donc, tu n'as aucune revendication féministe, de combat. Ok. Donc, du coup, tu es entrepreneur. Ouais. Je suis entrepreneur, avec un E. Ah ouais, Ouais. quand même. La fille qui est pas dans les contradictions. Il y a quand même une petite bataille là. Ok. C'est pas une guerre, mais. Bon, entrepreneur avec un E, mais à l'oral, du coup, on va. Enfin, Voilà. sauf si tu veux qu'on signifie la différence, mais entrepreneur Mm. ou investisseur avec un E aussi ou. Investisseur, non, là, c'est bon. Ok, Il y a ça pas le... C'est quoi le premier souvenir? Ça remonte à quand C'est quoi que t'as en tête? Premier souvenir d'entrepreneur, je dirais plutôt que c'est premier souvenir où j'ai décidé de gagner ma vie, d'aller gagner ma vie. C'était que je crois que j'avais peut-être 15 ans. Ouais, 15 ans. Je voulais gagner un peu d'argent de poche. Et j'avais été dans les commerces du quartier, j'avais mis des annonces pour donner des cours d'anglais. Je vous avais dit tout à l'heure que j'étais déjà bonne en anglais à l'école, donc j'avais mis des annonces. Parce que c'est pas naturel, t'es pas né dans une famille bilingue, Non. t'as appris de toi-même grâce à l'école l'anglais. Ouais, grâce à Tu dois être l'école, l'une mais des seules aussi... personne qui a ce Ouais. discours. Hein. Ah ouais En Après- France. Oui. Après, c'est peut-être aussi grâce à la musique, parce que je faisais de la musique aussi avant. Ok. Enfin, je chantais, tout ça. Et puis quand j'étais ado, toutes les chansons en anglais, je les traduisais. Enfin, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça. Notre défi d'aujourd'hui, c'est savoir ce que Sonia n'a pas fait, j'ai l'impression. Non, parce qu'elle a quand même été au barreau de Londres. J'y suis toujours. Ok. Et Donc, du des coup, petites annonces avec Des les petites petits trucs annonces qu'on avec- déchire là. C'est Avec ça, le ouais. numéro de téléphone. Ok, je vois Exactement, très ouais. bien à la boulangerie. Ouais. Une petite annonce, voilà. Et puis j'avais eu 2 personnes qui m'avaient appelé. Et une, c'était pour des cours d'anglais. Et j'avais une autre personne qui voulait des cours de français. Parce qu'elle venait, je crois qu'elle venait du Sénégal et elle venait de se marier du coup avec un Français. Et elle voulait apprendre à bien lire et écrire. Donc je sais plus combien je me faisais payer à l'époque. C'était sans doute pas beaucoup. C'était peut-être, je sais pas, 5 € de l'heure. Je sais Ok. plus. ouais, c'est pas cher du tout, ouais, 5 Je sais plus, j'avais 15 ans. Hein. Ouais. Oui, puis c'était il y a combien de temps? Ouais, c'était il y a 10 ans. C'est moi qui pose ce genre de questions habituellement. Comme on dit, on a nos questions, tu as tes réponses. Oh, c'était Ouais, il y a c'était 4-5 ans tout au ouais, c'était 4-5 ans. Ok, très bien. Et donc, c'était en francs, tu disais. Ouais. Non, elle a dit 5 €, donc ça va. Ça va. Non, je devais être à 5 €. Et donc, Ok. j'ai fait ça pendant peut-être un an, une petite année, ouais. Et du coup, c'était mon premier. C'était de l'argent de poche, quoi. Et c'était très bien. Et ensuite, à 17 ans, pareil, je voulais de l'argent de poche. Et là, je me rappelle, c'était en été. Et en fait, j'avais une copine qui travaillait au McDo et qui m'avait proposé de travailler là-bas. Et puis, comme je faisais rien et que ça allait me faire gagner de l'argent, j'ai dit oui. Du coup, j'ai travaillé au McDo à 17 ans. Ok, donc en gros, t'as pas été forcément une dynamique d'entrepreneur, mais ce que tu voulais, c'était gagner de l'argent. Ouais. C'était pas entreprendre, c'était améliorer ta qualité de vie, gagner de l'argent. Être indépendante. Et ouais, pour quel objectif? L'objectif, c'était juste être libre, en fait. Je voulais juste... je voulais... Donc, T'as Voilà. compris que l'argent pouvait être quelque chose qui t'apportait la liberté. C'était Ouais. pas l'argent en tant que tel qui t'intéressait, c'était la liberté que ça Ouais. t'apportait. Ok, super. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as fait les cours d'anglais, tu les as fait pendant 6 mois, 1 an, 3 ans? Ouais, je pense 1 an, juste le temps. Pourquoi t'as arrêté? Je sais plus, je crois que finalement... Ouais, ça s'est arrêté au bout d'un moment. Ok, t'avais plus forcément de clients nouveaux et... Mais surtout que j'étais à l'école aussi, surtout. Bouger un peu. J'étais au lycée. Et t'as fait quoi d'ailleurs comme parcours? T'es parti directement en droit ou... Non, alors j'ai eu un bac littéraire. À l'époque, il y avait encore du coup les distinctions. ouais. Là. Ouais. Ok. Vous avez fait quoi, vous? STMG. Enfin, STG, lui et moi STMG. Que je n'ai pas eu d'ailleurs. Hein. Ouais. J'ai arrêté en première. Hein. Ouais, il a commencé. Moi, j'ai eu un bac STMG. J'ai commencé à bosser après le bac. Parce qu'après, j'ai fait une classe préparatoire et je suis allé. Mais jusqu'en STMG, je comprenais pas l'intérêt de l'école, donc je foutais rien. Ah ouais. C'est marrant parce que moi, du coup, moi, dans mon éducation, c'était il fallait aller à l'école, fallait moi aller aussi, à la hein. fac. Mais moi, j'étais un rebelle, genre, je voulais Mais après, quand je regarde, aujourd'hui, faire du droit avec un bac L avant, c'est pas non plus idiot, tu vois. Enfin, t'étais S, peut-être que c'est plus la logique, mais L, c'était pas dénué de sens. Ouais, mais j'ai fait autre chose avant, en fait. J'ai pas commencé par le droit. Ok. Alors on t'écoute. Alors, donc, quand j'étais en terminale, j'avais, comme tous les jeunes de 18 ans, j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Ouais. Bon, visiblement, je disais quand même à ma meilleure amie, parce que je m'en souviens pas, ça me l'a dit il y a pas très très longtemps, elle me disait que je lui disais que je voulais être une femme d'affaires. Ok. Mais concrètement, déjà, je m'en souviens pas, mais en tout cas, c'est sûr que je voulais être indépendante et gagner ma vie, voilà.
Et puis, je savais pas quoi faire. Je voulais quand même un métier. Ok. Et la logique, ça aurait été que je fasse une fac d'anglais. Mhm. Et j'avais regardé. Mais en fait, pour moi, ça apportait absolument rien de faire une fac d'anglais. Voilà. Ouais, tu parlais déjà anglais en plus. Non, mais oui, mais après, il y a toujours des choses à apprendre. Tu apprends toujours des choses. Bien sûr. La civilisation, par exemple. Par exemple. Mais pour moi, ça servait à rien. Et du coup, j'avais une copine qui allait faire un IUT en technique de. IUT en communication. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc j'ai postulé. Puis j'avais postulé aussi en technique de commercialisation. Et voilà, j'étais prise à Paris 5, Descartes. Et j'ai commencé par ça. C'était un peu par hasard. Hein, je ne savais pas trop quoi faire. Et c'est là que j'ai découvert le droit. Ok. Là, j'ai découvert le droit, l'économie, les sciences sociales. Donc, t'as fait qu'un an et t'es parti en droit direct après. C'est ce que je devais faire, sauf qu'à la fin d'année, je m'étais déjà inscrite du coup en première année de droit, sauf qu'à la fin de l'année, j'avais un prof qui m'avait dit mais si vous restez à la fin de votre IUT, vous pouvez avoir votre équivalence en deuxième année de droit. Ok. Et sur le coup, je m'étais dit j'aime pas ne pas finir les choses, donc je m'étais dit c'est pas grave, je finis mon IUT, de toute façon j'apprends des choses, et puis après j'entrerai directement en deuxième année de droit. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis entrée en deuxième année de droit, toujours dans la même fac, directement, et là il fallait que je rattrape tout quoi. Je connaissais rien, je connaissais pas la méthode. Donc là, j'ai vraiment travaillé. Tous les jours, pendant 1 an, jusqu'à 3h du matin, j'ai travaillé. Ouais, bon, c'était rien du tout après. Après la vie en cabinet. C'était une mise en bouche. C'était le chauffement. Il paraît que c'est très compliqué la vie en cabinet. Ouais. Elle me disait que a priori, Frédéric, à Luxembourg, c'est des feignants. Ok. On lui dira. Par rapport à Paris. Petite note à Frédéric. Je précise absolument pas. Tu m'as dit que tu avais le sentiment qu'il bossait moins qu'à Paris. Je t'ai pas dit ça comme ça. C'est toi qui m'as dit. Tu m'as dit, à Luxembourg, du coup, ils sont moins énervés qu'à Paris. Et toi, tu m'as confirmé. Je t'ai dit, oui, je pense. Parce que j'ai travaillé à Luxembourg. Ouais, et parce que les heures que tu m'as indiquées, c'est pire que celles que Frédéric a données. Ouais, c'était hardcore. Ouais. Putain, il faisait terminer à 4h et recommencer à 10h. Mais régulièrement, c'est pas arrivé genre 2 fois comme Fred, tu vois. Enfin, tu vas nous expliquer ça, mais... Donc voilà, je commence mes études de droit, je commence à beaucoup travailler. J'ai eu du coup ma première année, ensuite, deuxième année. Ensuite, j'ai voulu partir à l'étranger, j'ai fait un Erasmus aux Pays-Bas. Ok. Donc là, c'était très cool. Beaucoup de travail ou t'as profité? Non, j'ai profité. Trop bien. J'ai profité. Ouais, c'était très, très, très cool. Et j'ai adoré mes études de droit, en fait. Moi, j'étais vraiment une vraie geek. Je passais beaucoup de temps à la bibliothèque. J'adorais ça. C'est un vrai plaisir. Okay. J'adore le droit. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as eu l'idée du coup de l'investissement immobilier ou pas du tout? C'est a posteriori. J'étais loin. Aujourd'hui, tu me dis si je me trompe, mais tu m'as dit, ou en tout cas j'ai cru comprendre ça, puisque du coup j'interprète. J'ai cru comprendre que tu voulais cibler les étudiants étrangers, internationaux, donc qui font Erasmus ou autre cursus. Donc ça en découle de cette période-là, mais c'est a posteriori que tu as eu la réflexion et pas sur le moment. Ouais, c'est vrai, très bon point, ouais, c'est vrai. Okay. En fait, c'est quand tu deviens investisseur, tu commences à réfléchir aux opportunités, aux différentes opportunités possibles. Et moi, j'ai vu, du coup, j'ai été dans la position de l'étudiant étranger. T'es allé dans quel pays? Alors, j'ai fait Pays-Bas en Erasmus, et après, j'ai fait une année d'études à Londres. Ok. Et t'as galéré pour trouver un logement dans les 2 cas? À Londres, oui, mais aux Pays-Bas, non, parce que tout était fait avec la fac. Tout était, en fait, fallait une fois que tu étais sélectionné, tu t'envoyais un mail du coup à la fac et on t'attribuait. Non, en réalité, même pour Londres, c'est pareil. On t'attribuait un logement en fait. Ok, ouais. mais dans des résidences étudiantes. Ouais. C'est pas comme en France où tu dois te débrouiller quoi. Exactement. Après, résidences étudiantes ou bien des résidences privées. Okay. Je sais pas comment ils s'organisaient, mais c'était très bien organisé, ouais. Ok. Et donc du coup, t'as fait cet Erasmus et ensuite Ensuite, je suis revenue à Paris. Du coup, j'ai fini mes études de droit. J'ai fait un master en droit des affaires. J'ai passé le barreau de Paris. Ensuite, je suis partie à Londres. J'ai fait un master là-bas à Londres. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 ans de stage. Et après, j'ai commencé à travailler. Et alors? Et là... Juste avant que tu commences à travailler, du coup, t'as été... le barreau, tu l'as passé avant de commencer à travailler ou tu l'as passé au moment où... Le barreau de Paris pendant mes études, ouais. Ouais, mais le barreau de Londres? À Londres, c'était des années plus tard. Ah, c'était des années plus tard. Ouais, c'était 8 ans plus tard, je crois. Ouais. Donc tu rentres dans la vie active. Je rentre dans la vie active. À quel âge? À 27 ans. Ok. Ouais. Et là? Là, c'est la désillusion. Ok. Tu t'en doutais pas? Non. C'est vrai? Ah ouais. En fait, pas du tout, parce que je suis pas la seule à le dire, on est plusieurs à le dire. En fait, surtout les études de droit, c'est hyper intéressant. Enfin, pour ceux qui s'intéressent, t'apprends beaucoup sur le monde, t'apprends comment la société est organisée. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Mais une fois que tu commences à travailler, c'est autre chose. Tu fais des contrats.
J'étais bien en soi, mais c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place. Parce que c'est quoi? C'est redondant? C'est tout le temps la même chose? C'est redondant, et puis les conditions de travail aussi, elles sont rudes quand même. Ouais, c'est Et surtout. en fait, c'est les conditions de travail. T'imaginais travailler moins ou différemment? Différemment. Ouais, différemment. En fait, c'est humainement, les conditions de travail, elles sont dures. Et est-ce que c'est pas lié aussi à la. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de rémunération? Parce que quand tu es avocat, je pense que tu as la tête sur les épaules et tu te dis, attends, en fait, quand je fais le calcul. Parce que finalement, je pense que vous êtes quand même tous pour beaucoup des bourreaux de travail. Pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même à un moment donné beaucoup travailler, etc. Donc je pense que la plupart, vous ne rechignez pas à travailler. C'est pas tant ça qui vous embête. C'est peut-être finalement quand tu remets au taux horaire, tu te dis, je me suis peut-être un peu fait avoir, t'espérais peut-être une dimension financière différente. Tu crois pas que c'est lié à ça aussi? Non, parce qu'en fait, ça, on se le disait au début quand on était débutant, quand on était dans les premiers mois. Je me souviens avec mes collègues, on se disait qu'on avait un salaire très bas par rapport à notre taux horaire, mais avec les années, plus tu travailles et plus tu gagnes en fait. Donc c'est juste le début. Non, c'est les conditions de travail, c'est humainement, tu travailles beaucoup, c'est éprouvant psychologiquement. Ouais. Beaucoup plus de pression qu'à l'école? Rien à voir. Ouais. C'est quoi, c'est en termes de management? Ouais. Ok, donc c'est un management vraiment à la dure. Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, alors moi au début ça a été, dans le premier cabinet où j'étais, ça a été, mais en tout cas vis-à-vis de moi, parce que le tout en fait c'est que comme la plupart des, comment dire, dans ces cabinets, parce que moi j'étais en cabinet d'affaires, les gens sont sous pression. Et ceux, les associés, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie en fait parmi les avocats. Ok, il n'y a pas de manager, il y a les associés et en dessous. Et les collaborateurs. Okay, ouais. Mais les associés, du coup, comme ils sont sous pression, bah, du coup ils font baisser leur, voilà. Pression descendante. Voilà. Il faut que la pression aille quelque part et elle va sur les collaborateurs. Okay. Et moi, ça allait, en tout cas, quand j'ai commencé à travailler, mais j'avais des collègues qui s'en prenaient. Il y en a qui sont pris des codes sur la tête, des chaises. Ah ouais? Et j'imagine qu'un avocat qui est associé se forme pas forcément au management? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Il n'y a aucune dimension managériale. Parce qu'en fait, le truc, c'est quand on fait des études de droit, bah, on est full droit. Il n'y a rien d'autre qui existe. Ok. Et donc ça, du coup, tu n'étais pas à l'aise, tu t'es pas senti à ta place? En fait, c'est que je savais, j'étais bien dans ce que je faisais, j'aimais bien, voilà, je rédigeais des contrats, j'étais bien, mais je sentais que j'étais pas là où je devais être. Ok. J'étais pas dans mon axe, il y avait quelque chose qui clochait. Et à ce moment-là, tu te disais où est-ce que tu devais Où est ma place? Ouais. Ouais. Donc là, j'ai commencé à explorer. Où était ta place à ce moment-là dans ta tête? D'entrée, dès la première année? Tu as commencé à explorer d'entrée? Ouais. Okay. En fait, j'étais bien, mais je savais que, maintenant que voilà, j'ai fait tout ce que j'ai fait en immobilier, que maintenant tout est clair. Mais à l'époque, je savais pas. Et donc j'ai commencé à explorer, j'ai changé de cabinet, j'ai changé de pratique. Et jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, après quelques années, je me dise, en fait, j'ai toujours été attirée par le journalisme. Pourquoi pas tenter la carrière de journaliste à Londres? Parce que j'avais entendu parler d'un journal à Londres par quelqu'un que j'avais rencontré il y a très longtemps. Non, c'était une filiale du Financial Times. Okay. C'était un journal d'information financière. Okay. Donc, j'y vais, je postule, sans forcément prévenir la personne que je connaissais, parce que je voulais, me brouiller toute seule. Toujours pas d'immobilier dans ta... J'avais acheté ma résidence principale. Ouais, ok. Ça, je vous ai pas dit, ouais. Avec une réflexion plus-value ou non, simplement tu voulais juste un endroit pour vivre et ça te faisait chier de payer un loyer? La première chose, c'est que dès que j'ai commencé à travailler, j'ai voulu acheter. Okay. Et j'ai aussi, je pense, été influencée par l'histoire de mes parents. Parce que mes parents, ils avaient acheté, du coup, ils étaient locataires pendant très longtemps. Et au début des années 2000, ils avaient acheté une maison, une petite maison qu'ils avaient retapée. Et ensuite, qu'ils ont revendue. En fait, ils avaient des difficultés financières. Ils ont dû vendre leur maison. Mais grâce à tous les travaux qu'ils avaient faits, ils ont pu du coup rembourser leur crédit et rembourser leurs dettes et racheter un appartement cash. Ok, donc là, tu as dit, oula. Ouais. Et là, je me suis dit, putain, ça a fait un petit déclic. Ouais. C'est là que du coup, donc dès que j'ai commencé à travailler, je me suis dit, bon, en fait, il faut que je me mette à l'abri. Donc j'ai acheté très vite ma résidence principale, mais c'était vraiment juste une résidence principale. Ouais, donc tu as converti un loyer en mensualité. Exactement, ouais, c'est ça. À Paris? À Paris, ouais. Bon, j'ai connu les galères des investisseurs, l'entreprise de travaux qui part. C'est d'actualité. Voilà. Qui se barre avec les acomptes. Au moment où on fait la vidéo, elle sortira peut-être en septembre, mais au moment où on fait la vidéo, on est le 10 juillet. Non, je sais même pas quelle journée. 5 juillet. L'histoire qui affole les réseaux sociaux dans le monde de l'immobilier. Et on vous tiendra au courant, puisque on a une réflexion là-dessus. Ceci étant dit, tu as connu les galères des travaux. Donc j'ai connu les galères des travaux. C'était un 33 mètres carrés, j'ai eu pour 1 an de travaux. Ok.
vu que les gars, les premiers, ils étaient partis avec de la compte, enfin mon acompte, ouais, j'en ai eu pour beaucoup. Ok. Bon, finalement, les travaux ont été faits par une autre entreprise. Du coup, ensuite, Ils après, sont partis avec la compte et tu les as jamais revus? ouais. En Et fait, en tant c'est qu'en fait, qu'avocate, on réagit comment? alors, la solution quand on est face à cette situation, c'est que d'abord, il faut faire un constat d'huissier. Dans tous les cas, pour garder la preuve, c'est 300 €. Il faut faire Ok. un constat d'huissier pour constater l'état dans lequel l'entreprise a laissé les travaux. Et ensuite, alors, moi, je suis pas partisane des contentieux, moi, je suis partisane des solutions. Et quand tu es en travaux, quand tu as investi, il faut rester sur l'objectif qui est de gagner de l'argent. Ouais. Donc, pour moi, et c'est ce que je conseille autour de moi quand je vois des investisseurs qui ont les mêmes galères, il faut se concentrer sur l'objectif. Tant pis, l'entreprise, elle part. Toi, tu finis tes travaux, tu mets en location ou tu habites dedans, voilà. Et ensuite, si tu veux, si vraiment ça vaut le coup, tu vas faire un procès, mais moi, en tout cas, c'était pas nécessaire. Tu l'as pas fait? Non, et c'était Ok. pas énorme. Je crois qu'ils ont dû partir, je ne sais pas, peut-être avec 10 000 €. C'est pas. Enfin, Ok. c'est beaucoup, mais Au-delà de la Ça sert à rien somme, de- ce qui est frustrant, c'est de se faire avoir. Moi, je trouve. bah ouais. C'est ça le plus dur Ouais. psychologiquement. Tu te dis, Ouais. putain, je me suis fait avoir et ça fait chier. Bah, surtout quand tu connais pas en fait. Moi, c'était mon premier investissement. Le mec me disait oui, on a besoin d'un nouvel acompte et je lui avais juste dit mais pourquoi en fait parce que vous n'avez pas beaucoup avancé. Il m'avait pas répondu. Il avait juste mis mon chantier à l'arrêt. Et je travaillais beaucoup à cette période. Je dis oui, j'étais en cabinet, donc je me rendais pas compte qu'ils avaient arrêté le chantier. Ouais. Donc bref, du coup ça a duré 1 an. Après j'y ai emménagé, ça s'est très bien passé. Et quand je suis partie à Londres du coup pour devenir journaliste, du coup mon appartement je l'ai mis en location. Et c'est là que j'ai compris vraiment l'intérêt de... Location meublée. Ouais. Du coup. Ouais. C'est souvent quand on convertit sa RP en location, ça part tout de suite en meublé. Ouais. Bah oui, parce que Ouais, tu vas parce que pas... t'as déjà les meubles. Bah oui. Et est-ce que sur cette résidence principale, a posteriori, sans avoir fait aucun calcul, tu t'es retrouvé à avoir quelque chose de rentable ou pas du tout? Alors à l'époque... Par curiosité. À l'époque, non, j'étais en négatif. Ok. Mais parce que... Quand tu dis négatif, c'est que t'avais pas de cash flow positif, c'est ça que tu veux Effort dire? d'épargne. J'ajoutais peut-être 200 €. D'accord. Moi, je rajoutais 200. T'avais une mensualité à 2000, j'imagine et... Non, j'avais une mensualité à... Alors, j'étais à 4% à l'époque. D'accord. C'était en 2000... J'avais acheté en 2012. Ouais. Et sur combien de temps 2011, ton crédit? Sur 25 ans. Ok, donc effort d'épargne malgré les 25 ans. Ok. Ouais, mais 4%. Ouais. Et attends, je vais vous dire après, parce que maintenant, je suis bénéficiaire là-dessus. Parce qu'après, il y a plein de choses dont il faut tenir compte. Donc, j'étais en négatif, mais c'était pas grave, parce qu'au moins, c'était loué, Oui, ça oui, remboursait mon crédit. Ouais. Ou puis, de toute façon, tu partais à Londres. Et puis je partais, je partais, voilà. Et c'est pour ça que il y a des gens qui disaient bah non, je veux pas acheter parce que je veux être libre, je veux partir, je pourrais partir à tout moment. Bah en fait, juste tu mets ton appart en location ou ta maison en location et c'est réglé en fait. Ouais. Et puis quand tu reviens, parce que moi du coup ça a été mon cas quand je suis revenu au bout d'1 an, mes locataires partaient. Parce que l'avantage du meublé aussi, c'est que les gens restent pas longtemps. Ils restent en moyenne 1 an. Ouais, ça dépend des endroits, ça Ça dépend. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas, Oui, ils le- restent c'est 1 an. pas trop l'expérience que j'ai, mais Ah ouais nous dans nos secteurs, ils restent. Tant qu'on leur dit de pas partir, ils restent. Donc j'ai quasiment pas de rotation. En meublé Ouais. Bah, Ah ça ouais. dépend de la surface, mais si t'as Ouais. une maison, ouais, ils bougent pas les gens. Ils bougent pas les gens. Ils bougent pas. Et comme dit Ron, si tu leur dis pas de partir. Et d'ailleurs, j'ai le problème là avec une locataire où je lui dis de partir, elle n'est pas partie. On a fait préavis de départ pour cause de vente et elle a dit bah désolé, mais j'ai rien trouvé d'autre. Donc du coup, elle a dit bah si vous voulez me mettre dehors, procédure d'huissier. Donc ce que tu dis, ça fait particulièrement sens parce qu'elle veut pas du tout partir. Ah ouais. Mais Bah. pour apporter effectivement de la nuance à ce que tu dis, toi, tu es en zone urbaine. Ouais. Nous, on est en zone rurale. Mm. Je pense qu'il y a une plus grosse mobilité d'opportunités de travail en zone urbaine. Ouais. Mm. Ce qui fait que les gens restent moins longtemps dans leur logement. Ouais. Nous, on a moins ce problème. Oui, puis t'avais quelle surface? 33. Ouais, bon. Voilà. Bah, en fait, les gens viennent. À Paris, c'est une maison, à Paris, 33 mètres carrés. Non, mais je veux dire, si t'avais eu un 100 mètres carrés, t'aurais eu probablement une rotation moins importante. Oui, ouais, sans doute. Parce que c'est vrai que. Et t'aurais eu un sur les 15 mètres autres- carrés, une plus importante. Ah oui, les studios, Ouais. c'est En général, infernal. c'est 1 an. Les un studios, studio. c'est vraiment même moins d'1 an. Ouais. Ouais. Nous, les studios, c'est intéressant parce que du coup, tu dis moins d'1 an sur Paris. Nous, pour le coup, en zone rurale, ça reste quand même plus. Moi, je constate plutôt entre 1 et 2 ans, voire même Ouais. 3 Ah pour oui. du studio. Ouais. Bah, c'est mieux parce qu'au final, vous embêtez pas, quoi. Parce que moi, C'est vrai Au moins, c'est loué. Après, ça, quand tu veux En vrai, récupérer le bien, on peut pas dire qu'on a zéro galère. Tu vois, par exemple, j'ai reçu un mail de Virginie avant-hier, qui est gestionnaire et très sympa et qui fait du très bon boulot d'ailleurs, Virginie, qui m'a dit, il y avait un truc, une fuite à gérer. C'est un peu relou, mais globalement, oui, on n'en entend pas beaucoup parler. Après, fuites, tout ça, c'est
C'est la base, quoi. Oui, Plus, non, mais il y a des trucs. Non, mais je veux dire, il n'y a pas zéro truc jamais à Non, gérer. c'est clair. Non. Mais oui, ça Mais va. t'as pas à te taper les annonces, les visites, Non. tout ça. De toute façon, c'est pas nous qui. Ah ouais, non, ça, on fait Parce pas que moi, ça, à l'époque, moi, je faisais. Ah, ça, À c'est l'époque, où l'enfer. j'avais 2 ou 3 appartements, je le faisais. C'est moi qui le faisais. Ça, quoi. c'est l'enfer. C'était, ouais. Et si en plus tu es dans une période de l'année, alors du studio ça va, mais par exemple pour de la Ouais. coloc, là je le vois parce que nous à l'agence on a des colocs en gestion, des colocataires où du coup tu essayes d'avoir un dossier. Alors là c'est moins vrai parce que ça a mieux en juillet, mais en juin ou en mai, Romain qui s'en occupe, il galérait à relouer les colocs et du Ouais. coup il se déplaçait des fois, il faisait 1 heure de transport parce qu'il y avait une personne qui voulait et que c'était le bon moment. Quand la personne te pose un lapin, c'est l'enfer. Ouais. Là t'as envie de Ouais, c'est clair. Non, tout c'est arracher. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre en gestion, en fait, même dès le début, en fait. Même si ça. Grave. Ah ben, Mais ça, on de est l'argent partisan au de ouf, début, nous. moi, je suis partisan dès le premier. Ouais. Bien, faut le mettre en gestion. Faut gérer son premier bien comme si on avait un parc immobilier de 300 lots. Parce que c'est en faisant comme ça qu'on a l'esprit libre, on décharge sa charge mentale et surtout, on voit tout de suite la capacité à scaler et empiler les opérations. Si on prend le bruit, le brouillard et les problématiques de la première OP, je pense qu'on est moins apte à les enchaîner derrière. Donc, effectivement, c'est un peu notre conseil. Ouais. Complètement d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, j'ai juste une petite nuance, c'est que moi, j'ai un principe, c'est qu'avant de déléguer, j'aime bien faire moi-même. Donc, je dirais juste pour le premier, vraiment apprendre à bien faire les choses soi-même et ensuite déléguer. Ouais. Bien Mais driver le c'est la- gestionnaire. c'est- pour moi il y a pas de, enfin les deux sont bien. Ouais, Ouais. pour moi, c'est même la meilleure attitude. Parce que le jour où tu donnes ça à faire à quelqu'un d'autre, tu sais précisément ce qu'il fait, tu connais les problématiques, Ouais. et à un moment donné, on peut pas non plus te raconter trop d'histoires. Ouais. Et puis si t'en as un et que tu le fais pendant 6 mois, 1 an, après ça suffit pour apprendre. Ouais. T'as pas besoin de le garder 3 ans en gestion avant de le mettre enfin t'as pas le droit de le, t'es pas obligé de le garder 3 ans avant de savoir comment ça fonctionne. Ouais. Enfin, t'as les galères assez rapidement et tu sais comment ça En fonctionne. 6-9 mois, tu Ouais, sais. complètement. Ouais, franchement. Ouais. Donc du coup t'as mis cette location en gestion. Non, du coup, j'ai mis Ah non, ce celle-là tu premier t'en es occupé appartement. tout seul. Allez. Toute seule. Ouais, bah oui. Ok. Même si t'étais à Londres et tout, tu Ah t'es non, dit. mais c'était avant, j'avais trouvé mes locataires avant. Ouais, mais s'il partait pendant que t'étais à Londres. Bon, après, avec l'Eurostar, c'est 2 heures, mais. Je m'étais pas posé la question, j'avais pas eu le temps de me poser Ok. la question. En tout cas, quand je suis revenue, donc Londres, l'expérience de journalisme. Le vraiment- tunnel était construit quand t'es allé. Non, je rigole. Jamais je rose. Et c'était il y a 10 ans. Ah, ça arrive. ça arrive. Vas-y, Et donc, du coup- sors-toi de ça tout seul. Laisse-le un peu, vas-y, laisse-le faire. Du coup, t'es allé à Londres et donc du coup, vas-y, on te laisse continuer. Donc Londres, j'arrive, voilà, journalisme. Et là, c'était vraiment tout ce que j'aimais pas. Vraiment tout ce que j'aimais pas. C'est comme si là, tout ce que vous aimez pas, ben, vous choisissez une voie et en fait, ça appuie sur tous vos boutons, tout ce qui va pas. Pire qu'avocat. Ah non, mais l'avocat, c'était le paradis. Ah ouais. Ah oui. Pourquoi pression? Non, il n'y avait pas de Il y avait pression, pas de au pression. contraire, pas assez. Ah ouais. En fait, ce que j'avais pas aimé, déjà, c'est le fait d'être salarié. Moi, c'était du coup, j'ai toujours su que je voulais pas être salarié. Oui, parce que pour celles et ceux qui savent pas, quand t'es avocat, tu n'es pas salarié. Quand t'es avocat, t'es en libéral, t'es pas salarié. T'es indépendant. Pas tout le temps, si. Il y a des exceptions. Il y en a Ok. qui sont salariés, mais c'est vraiment peut-être 5% de la profession. D'accord. Mais sinon, quand t'es avocat, t'es indépendant. Tu vois, il y a personne qui te dit bah, le matin, si t'as envie de pas être là, t'es pas là, quoi. Bon, faut Ok. quand même que les dossiers soient faits. Ouais. Donc t'es obligé d'être là en fait. Le statut, c'est quoi? Auto-entrepreneur? Non, Quand tu c'est débutes, libéral. libéral. Profession libérale. Donc BNC? Ouais. Oh, ok. Comme par exemple les infirmiers en libéral. Infirmier, ok. Ouais. Ça Ah, marche. en fait, c'est du salariat déguisé quand même, avocat. Ouais. 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 D'ailleurs, il y a des avocats qui ont, quand ils ont eu des soucis avec leur cabinet, ils ont fait des procès et ils ont gagné. Ouais. Ouais, Ah, il y a c'est des jurisprudences qui tombent là? Ouais. Donc j'arrive à Londres, donc journaliste. Déjà salarié, moi ça me faisait bizarre. Ok. J'avais pas l'habitude de ça. En plus, le travail, en fait, moi, mon travail, ça consistait. Donc c'était en finance, parce que en fait, j'étais avocate en financement. Et là, j'étais du coup journaliste en finance. En gros, je faisais la même chose. Je traitais des mêmes dossiers quand j'étais avocate, mais juste en relayant, en relecture. relayant, en écrivant des articles sur Ouais. les dossiers, quoi. Ouais. Et Tu relisais les dossiers, tu donnais ton avis dessus, quoi, en gros. où je discutais avec des gens, avec des banquiers, et je demandais des infos que d'ailleurs que je n'étais pas censée avoir, puisque c'était confidentiel, et je devais écrire des articles là-dessus. Et ce que j'aimais pas, c'est que quand tu es avocat, ou je pense qu'il y a certains autres métiers, tu résous des problèmes. En fait, tu aides les gens à résoudre leurs problèmes. Et là, quand tu es journaliste, en tout cas là dans mon cas, Tu crées des je problèmes. crée. Ouais, c'est ça, je crée des problèmes. Ouais. Ok. Et ouais, ça m'a pas plu.
Et donc ça a duré peut-être 6-8 mois avant que je me dise ok, donc, qu'est-ce que je vais faire de ma vie là, ça va pas du tout. Finalement, quand j'étais avocate, en fait, c'était vraiment génial. En fait, je me rendais pas compte, mais c'était cool. Ouais. J'étais bien, j'étais tranquille. Et donc, et puis à un moment, je me suis dit bon, allez, il faut que je m'isole. Je pars un week-end toute seule quelque part pour vraiment me dire qu'est-ce que vraiment je veux faire de ma vie. C'était où? Barcelone. Ok, donc t'as fait la fête. Donc je pars à Barcelone. Ah, donc t'es vraiment parti un week-end, toute t'es seule, parti de Londres et t'as dit ok, Ouais. drop de maille quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'étais en train de me séparer, donc c'était vraiment là, c'était reset total. Ok, page Ok. blanche. Ouais, page blanche. Donc je vais à Barcelone toute seule un week-end. Et avec le peu d'argent que j'avais, oui, parce que c'est ce que j'ai pas dit aussi, c'est que quand j'étais journaliste, du coup, je gagnais pas beaucoup. Moins Et- qu'en étant avocat. Ah, non, mais rien à voir. C'était un tiers. Ok. Et du coup, ce qui me frustrait aussi, c'est que. Parce que Londres, c'est hors de prix, non? Ouais. C'est cher, ouais. Ouais, donc tu vivais dans des conditions qui étaient pas les mêmes que celles que tu avais à Non. Paris. Et en plus, tous mes potes, ils étaient encore banquiers ou avocats. Donc, quand tout le monde allait au resto, moi, à partir du 15 du mois, c'était bon, bah, je vais manger des patates, en fait. C'était galère. Donc, je vais à Barcelone toute C'est ce seule. qui s'est passé à Barcelone. Donc, j'arrive. Et puis là, j'ai découvert l'architecture de Gaudi. J'ai visité plein des beaux immeubles. Je sais pas si vous connaissez Barcelone. Un petit, enfin, je suis allé de là dire que je connais. Donc, je suis allée donc Barcelone, j'arrive à Barcelone et là, je découvre vraiment des immeubles incroyables, des belles bâtisses. Et j'avais visité même des grands immeubles, des hôtels particuliers, enfin bref, vraiment des très belles choses. Et puis en découvrant l'histoire de Gaudi, et puis l'histoire aussi des promoteurs, Gaudi, c'est l'équivalent de Haussmann en Espagne? Ouais. Ok. Ouais. En tout cas à Barcelone. Ok. Et et du coup, j'ai découvert aussi l'histoire des promoteurs, tous ceux qui avaient bâti ces beaux immeubles. Et là, en fait, ça m'est venu comme un flash, en fait. Je me suis dit, mais en fait, j'ai compris. J'ai compris ce que je dois faire, ce que je veux faire. C'est retourner à Paris et bâtir mon empire immobilier. Ok. Donc là, c'était clair. Ah, le déclic IMO, il est arrivé à Ouais. Barcelone. Le déclic IMO, il est arrivé à Et Barcelone. c'est marrant, tu t'es pas dit je vais le faire à Barcelone, justement. C'est Tu y pas as trop pensé tard. Maintenant, j'y pense. Maintenant, Ok. je me dis, j'aimerais bien acheter en Espagne. Ouais. Donc Ok. en fait, c'est Gaudi qui a changé ta vie. C'est Gaudi qui a changé ma vie. Excellent. C'est Barcelone qui a changé ma vie. En un week-end, t'as. Mais en fait, c'est marrant parce que ça m'a fait conscientiser mon intérêt pour l'immobilier. C'est que je me rendais pas compte. L'équivalent pour beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, le père riche, père pauvre de Sonia, c'est Gaudi. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. En plus, j'avais lu Père riche, Père pauvre déjà, mais ça m'avait pas. J'avais mis du temps à, Ouais, t'avais à pas. tilter, ouais, ça. Oui, et puis c'est comme les exemples sont sur un marché américain, Ouais. qui sont quand même totalement différents que ce qu'on peut connaître en France. C'est beaucoup plus volatile. Il y a des opportunités, il y a des liquidations personnelles qu'on a moins accès en France. Et pour la partie immobilier, père riche, père pauvre, elle est plus difficilement transposable que pour les actions, des choses comme ça, c'est plus facile à transposer. Mais c'est vrai que sur l'IMO, c'est plus dur, je trouve. Non, mais c'est intéressant de se dire que c'est parti de l'architecture, ton idée d'investir. Mais il y avait quand même des prémices. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de mon chantier, mon premier chantier, du coup, Oui. c'était la catastrophe. Oui. Et ben, malgré tout, malgré le fait que ça se soit très mal passé, en fait, j'ai aimé le process, en fait. Oui, l'entreprise m'avait lâché, mais en fait, j'adorais. J'étais confortable, j'étais à l'aise avec l'idée d'avoir un chantier en travaux, même si ça se passait mal. J'aimais bien. Et d'ailleurs, je préférais déjà, à l'époque, aller chez Leroy Merlin, tout ça, les magasins de bricolage, aller choisir mon parquet, plutôt que, je sais pas, d'aller au cinéma. Enfin, c'est con, mais là encore, aujourd'hui, je vais traîner parfois dans des magasins de carrelage pour aller regarder les nouveautés. Donc déjà, voilà. Donc il y avait ça, il y avait ces prémices. Mais ouais, Barcelone, c'est ce qui m'a donné le déclic. Alors la suite. La C'est suite. pas ça. Tu retournes à Londres Donc, quand même? Je retourne à Londres pour démissionner, tout ça. Direct? Ouais. T'es du genre action-réaction? Ah oui. Ouais, Genre t'es rentré dimanche soir, lundi t'avais posé oui, ta oui. dème? Et puis surtout que ça faisait plusieurs mois que vraiment Ok. j'étais mal, quoi. Vraiment, ça me plaisait pas du tout. Ok. Donc je démissionne. À Paris, du coup, j'ai retrouvé un job très rapidement. Ouais. En cabinet aussi, très très rapidement. De très haut vol, tu me disais tout à l'heure? Ouais. Ok. C'était pas là encore. Ah, c'était pas avant, celui-là? ouais. Ouais, Ok. c'était pas celui-là, c'était un autre. Donc j'arrive dans un nouveau cabinet. Je démarre très vite. À la fin de ma période d'essai, j'avais déjà trouvé mon premier investissement. Le dossier était sur le bureau de mon courtier, Ah ouais, donc prêt à être validé. t'es du Action. genre Action. entre la signature du premier compromis et le retour de Barcelone, il s'est passé combien de temps? Alors, Barcelone, j'étais allée début janvier. Ouais. Le job à Londres, j'ai démissionné courant janvier. Après, j'ai eu un break avant de commencer mon nouveau job. Ah oui, mon nouveau job, je l'ai trouvé fin janvier. Alors, je reprends. Barcelone, début janvier. Je démissionne de mon job à Londres courant Mi-janvier. janvier. Ouais.
mon job à Paris, je l'avais trouvé fin janvier. Ok. J'ai eu une période vacances, tout ça. Et puis, je donnais des cours aussi à l'époque dans une école de commerce, en droit des sociétés, Laquelle? à l'ICN, Ok. à Metz. Donc, je fais ça. Et puis, je commence à travailler, du coup, mi-mars à Paris, dans mon nouveau cabinet. Ok. Et puis, je sais pas, 3 semaines après, 1 mois après, j'avais déjà trouvé mon premier investissement. Ok. Ah, donc ça allait vite alors. Ouais. En gros, tu étais propriétaire l'été 2000. Alors non, parce que ça a été un long process. C'était en quelle année d'ailleurs? C'était T'as en commencé 2015. Ça, c'était 2015. Promotion 2015. Ok. Enfin, mais j'avais commencé à travailler du coup en fin 2010. Et là, mon retour. T'as acheté ton premier bien fin 2011 2011, ouais, 2011-2012. et ton deuxième achat 2015. Deuxième achat 2015. Sauf que là, c'était vraiment galère. Je sais pas comment on a pourquoi le financement a duré aussi longtemps, mais ça a pris genre 8 mois, 9 mois, quoi. Pourquoi? Je sais pas. En fait, j'avais mon courtier, je sais pas, je crois qu'il y avait des erreurs sur ma première offre. Je crois qu'elle était sortie en septembre. J'avais signé le compromis, je crois, en juin. L'offre en septembre, mais je crois qu'il y avait des erreurs. En fait, je vais pas citer de nom, mais il y a une banque qui est connue de tous les investisseurs comme étant une banque très, très compliquée pour les investisseurs. Ok, BNP. Voilà. Donc BNP a mis 9 mois à me sortir un prêt. Ok. Entre-temps, les taux avaient baissé. Du coup, j'ai renégocié les taux de mon premier achat. Ok. Voilà. Et puis, donc ensuite, je suis allée au salon de l'investissement. T'achètes quoi et pourquoi à ce moment-là? À ce moment-là, j'achète. Alors, je me pose pas de questions. À ce moment-là, je sais pas, je connais pas en fait. À ce moment-là, moi, j'étais encore du coup avocat d'affaires. Je travaillais beaucoup. T'as suivi aucune formation, etc. T'es arrivé, t'as dit ok, j'achète, je mets en loc, point final. En fait, j'ai acheté dans ma rue. C'était quoi, un T2 studio? T2. J'ai acheté dans ma rue. Ok. Voilà. Quelle rentabilité t'as réussi à obtenir? Alors, c'était une très belle opération. Mais à cette époque, je connaissais pas la rentabilité en fait. Okay. Je savais juste que à l'époque, en moyenne, dans mon secteur, on était peut-être à 9 000 du mètre, 8 9 000. Moi, j'achetais mes 2 premiers apparts, du coup, je les avais achetés 6 300 du mètre. Ok. Pourquoi tu les achètes aussi peu cher à Paris alors que j'imagine qu'il y a une tension Parce que quand t'es investisseur, tu lâches rien et que tu tournes jusqu'à trouver la bonne affaire, quoi. Mais j'avais mis 1 an avant de trouver mon premier achat. Hein. Pourquoi les gens... Parce que tu vois, autant je comprends dans des marchés dans lesquels nous on achète parce qu'il y a moins de demandes, etc. Mais j'imagine qu'à Paris, tu mets un bien, ça peut se vendre assez rapidement. Je suppose, en tout cas. 2015, ça dépend des périodes. 2015 c'était galère. 2015, c'était galère, ouais. Même, parce que si tu dis 9 000 du mètre et que tu t'achètes à 6 000, ça fait un gap qui est quand même énorme. Alors, je sais pas, je crois qu'on était peut-être à 8 500, mais en tout cas, déjà, moi, ce que j'avais acheté, c'était des taudis. Hein. Mon premier appart, il n'y avait même pas de douche. Okay. C'était une loi 48. Ok. Donc, il n'y avait même pas de douche. Le deuxième, c'était pareil, c'était une succession. En fait, j'achète quasiment que des successions. Ok. Et puis les biens ils sont délabrés quoi. Et puis surtout c'est avec le temps tu visites et puis tu te rends compte Bien sûr. Oui, tu vois les tu vois le potentiel quoi. Non, mais du coup il y avait succession bien dans un état pas possible. 2015 un marché qui était mou. C'était plutôt aligné pour que. Ouais. Ok. Ouais. Quelle fiscalité tu choisis à ce moment-là? Je connaissais rien donc quoi que... quand même tu es avocate. Non mais oui mais t'es avocat mais certes. T'étais au Financial Times juste avant je te rappelle quand même. Non mais je connaissais pas je savais pas enfin. Je dis que je connais pas, je sais pas. En fait, tu sais, quand ton esprit est occupé à 90%. Mais ça me donne pas la réponse. Quelle fiscalité tu avais? Je savais juste qu'il fallait faire du meublé. Et ben voilà, déjà. Oui, ça je savais. Par contre, qu'il fallait pas faire de location. Donc tu étais parti en meublé à l'époque. Ah bah oui. Ouais. Ah bah alors tout va bien. En forfaitaire ou au réel? Au réel. Oh donc tout va bien. En fait, c'était oui, c'est ça. Sur mon premier bien, j'avais utilisé. Non, on m'avait recommandé un comptable et qui est devenu mon comptable jusqu'à maintenant. Et je crois que c'est lui qui m'avait dit qu'il fallait faire du LMNP. Ok. Donc, je mets en location. Et en fait, le truc, c'est que moi, je connaissais rien encore une fois. Et j'ai eu mon crédit, du coup, sur cet investissement sur 15 ans. Ok. Donc, très grosse mensualité. Du coup, j'étais un petit peu en négatif aussi. Forcément. Je crois que mon crédit, il était à 1200 et quelques. Et le loyer, il était à 1290. Okay. Et au-dessus du crédit, t'as les charges. Charges de copro, taxes foncières, charges comptables, etc. Donc j'étais en négatif et puis mais voilà, encore une fois, juste ça tournait quoi. Mais une soupape parce que tu étais sur 15 ans, donc tu savais qu'en renégociant le prêt, tu pouvais peut-être aller chercher du cash flow. Il n'y avait rien, il y avait pas de réflexion en fait. Oui. Non, mais avec leur maintenant tu le sais. Tu te dis, je vais rembourser 1 200 € par mois, ça va me coûter, j'ai 1 200 de loyer en gros. Voilà. Ce qu'on appelait à l'époque et ce qu'on appelle toujours l'opération blanche.
entre guillemets. Oui, voilà. Mm. Mais j'étais quand même en négatif. Ouais, parce que Ouais. tu n'avais pas anticipé taxe foncière, tu n'avais pas anticipé charge de copro, tu n'avais pas anticipé J'avais rien frais calculé en fait, comptables. surtout. Non, mais je comprends. En fait, j'avais Non, mais juste. Ouais. Quand tu commences, tu te dis j'ai un loyer, j'ai un crédit, et c'est bon. Bah oui, et surtout qu'en fait, j'avais été voir un courtier quand j'étais revenue de Londres, Ouais. du coup, et je lui avais dit voilà, j'ai ma résidence principale, j'ai un crédit, je crois que j'étais à 1400 et quelques. Est-ce que je peux racheter et quand elle m'a dit oui, j'étais étonnée en fait. J'étais étonnée qu'on me dise oui. Elle m'a dit bah oui, vous pouvez racheter pour 200 000 euros. Ok, donc j'ai juste cherché un truc à 200 000. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui avant qu'on développe ton aventure d'investisseur avec un E Ah non, pas celui-là. c'est entrepreneur. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à Sonia en 2015 qui investit, si tu avais un petit tips à lui donner pour celles et ceux qui veulent débuter? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'y être allé comme tu l'as fait tête baissée et a posteriori ça te sert bien et tu es très contente? Ou est-ce que tu aurais conseillé autre chose et si oui, quoi? Non, il faut se former. Ok. Il faut se former. Ouais, il faut se former. Le truc, c'est que le problème, c'est que dans toutes les professions, on travaille beaucoup. T'as même pas l'espace mental de te dire ok, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me former en fait. Vraiment, c'est prenant en fait. Tu vois, je te disais tout à l'heure qu'il y avait des jours où je finissais à 4h du matin. T'as pas la possibilité de penser à autre chose en fait. Ok. Moi, je suis pas complètement d'accord. Ouais, Je pense que la base- moi non plus. Ouais. Je pense que la base de tout, c'est ce que tu as fait, c'est de foncer. Parce que quelqu'un qui fonce, à un moment donné, est obligé de se former. Alors que celui qui se forme, et j'en vois quelques-uns, il se forme et il passe pas à l'action. Alors que quand, là, toi, tu y allais, tu t'es jeté, et ben, une fois que tu es dedans, bah, t'as pas le choix. Et moi, je serais plutôt d'inverse, c'est de dire, le conseil, c'est on fonce, on avance, on fait quelque chose qui n'est pas bloquant pour la suite, Qui est rationnel. qui est rationnel. Moi, j'appelle ça l'opération doudou. Elle est là pour nous conforter, nous rassurer et surtout ne pas nous bloquer pour en faire une deuxième, une troisième, une quatrième. Parce que finalement, même si tu n'avais aucune information, tu as acheté intelligemment. Tu t'es T'as retrouvé à acheter moins cher que le marché. Tu t'es t'as dit, acheté au moins pire, cher, si t'as je fait fais du n'importe LMNP, quoi, je veux dire, tout va bien. Ouais, au pire. Ouais, je mais revends, si j'avais été formée, je trouve quand même, en fait, il faut trouver un équilibre parce que je suis d'accord avec toi, c'est vrai que on en connaît des investisseurs qui se forment et qui passent jamais à l'action. Il faut quand même, il faut un peu des deux. Parce que le truc, c'est que comme j'étais pas formée, 2015 le marché il était encore très bas. Et ce que j'ai acheté, bon c'est bien, j'ai déjà acheté 2 appartements en dessous du prix du marché et les deux ont doublé de valeur en 10 ans. Ouais. Mais si j'avais été formée, si j'avais eu plus d'espace mental pour vraiment réfléchir à ce que je faisais, j'en aurais acheté 10 en fait, des biens comme ça. Dès ce moment-là, tu crois? Bah oui, quand t'es formé, tu vois, tu sais, Oui, tu répètes en fait. Parce que là, regarde 2015. Ouais, mais t'es allé chercher l'information derrière, non? Ou non, tu t'as jamais suivi. Encore une fois, je travaillais beaucoup. J'avais pas le temps de réfléchir à tout Peut-être ça. même pas la connaissance que ça En fait, existait. Exactement. C'est vrai qu'à cette époque, en fait, il y avait de l'information nulle part. Il y en avait, mais beaucoup Il y avait moins. Quoi. Olivier Seman qui envoyait des PDF. Mais c'est vrai. Ouais. Il imprimait des PDF et il les envoyait par la poste. Ouais, en 2015, il faisait déjà des vidéos, mais au départ, il a commencé comme Ça ça. a commencé comme ça, ouais. Et le truc, c'est que encore une fois, quand tu travailles beaucoup, quand tu travailles de 9h à minuit tous les jours et que tu travailles tous les dimanches, il te reste que concrètement le samedi pour souffler. Mm. Il n'y avait aucune possibilité de. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas Donc possible. la solution pour toi, aujourd'hui, ton petit tip, ça serait quand même de se dire se former, mais finalement, a posteriori, en développant, t'avais pas vraiment le temps de le faire, et finalement, c'est peut-être pas si mal que tu te sois lancé comme ça. Alors, du coup, très bien, c'est vrai. Mais je vais te dire du coup après comment c'est venu. Donc j'étais en négatif, le bien quand même il tournait. En plus, j'avais fait ça aussi moi à l'époque parce qu'en libéral, il n'y a pas de retraite. Donc, en plus, j'ai commencé à travailler tard, j'ai commencé à travailler à 27 ans. Donc pas de retraite, voilà. J'avais fait ça surtout pour la retraite. Et puis surtout, j'avais vu mes parents, etc. Enfin, pour moi, c'était surtout pour plus tard. Et donc... L'État, il te met les menottes et il t'attache quand t'es avocat, quoi. Dès le départ. Il te fait des études de malade hyper complexes. Derrière, tu travailles comme un animal, et en plus, il te dit, hey, t'auras pas de retraite. Ouais. En plus, j'avais T'as zéro en retraite quand t'es avocat? C'est ridicule. Ah ouais? Et j'ai rencontré quelques avocats qui étaient obligés de travailler à un âge avancé parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, quoi. Ah ouais, ça pour le coup, je savais pas. Ouais, ceux qui ont tout cramé en fait. Ouais. Ouais. Donc du coup, t'as investi parce que tu voulais préparer Je la voulais retraite. anticiper, je voulais préparer ma retraite, ouais. Et donc, la suite? La suite, alors du coup, donc 2015, non plutôt on est arrivé à 2016, mon artisan du coup je l'avais rencontré dans un salon. Ok. À cette période, je commençais à réviser pour le barreau de Londres. C'est là que j'avais eu l'idée, du coup je m'étais dit, je vais me faire un nouveau challenge, je vais passer le barreau de Londres. Et c'était un challenge personnel, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je voulais faire un double cursus, c'était l'occasion. Et puis c'était aussi un challenge pour moi en fait de me relever, parce que mon expérience de journalisme, elle avait été tellement... j'avais tellement détesté cette expérience que je m'étais dit, je vais passer le barreau de Londres. C'est marrant parce que à ce moment-là, du coup, tu as changé d'état d'esprit puisque tu reviens en France suite à ce week-end de Barcelone
pour investir dans l'immobilier parce que tu veux préparer ta retraite et j'imagine tu commences à penser différemment. Pour autant, tu te concentres sur le barreau de Londres pour essayer de continuer la profession d'avocat alors que tu as déjà changé d'état d'esprit. Ou alors pas complètement. Pas complètement. C'est une très bonne Ok. question. Pas complètement. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand je fais quelque chose, j'aime bien terminer. Et là, pour moi, j'avais un goût d'inachevé parce que je voulais vraiment faire, je sais pas si c'était comme ça, je voulais faire un double diplôme droit français, droit anglais. Et j'avais pas pu le faire. Donc pour moi, c'était une manière de finir mon boulot, quoi. Donc j'ai commencé à réviser pour le barreau anglais. Et en même temps, j'ai commencé mon chantier du coup sur mon nouvel investissement. J'avais été au salon de l'investissement, j'avais trouvé une super boîte. Ils m'ont fait mon chantier. En 1 mois et demi, c'était fini. Le truc était nickel, je n'avais rien à Tu dire. as bossé avec eux. Ah ouais, c'est eux qui me font quasiment tous mes chantiers depuis. Ouais. Donc tu peux les recommander. Mais Non. Bah non. comme tous Bah les. non. Ah non. Bah déjà, comme tous les bons. Oui, mais non. Le truc, c'est que comme tous les bons entrepreneurs, ils sont hyper chargés. Ok. Et là, c'est pour ça que j'ai été obligée de trouver quelqu'un d'autre parce qu'en fait, maintenant, si je le préviens pas 8 mois en avance, il peut pas me faire mes chantiers. Ok, 8 mois à l'avance. Ouais. Ok. Ouais, là, j'ai un Faut que chantier tu là. lui préviennes de l'adresse avant que tu aies trouvé le bien. Faut que je le dise, faut que je lui dise. Là, par exemple, parce que je viens de faire un nouvel achat. Je l'ai appelé peut-être il y a 3-4 mois et il m'avait dit que c'était mort, quoi, qu'il serait pas dispo. Mais j'ai un backup qui est très bien aussi. Eux, ils sont super et ils sont plutôt dispo à court terme. Ok. Ouais. Mais tu veux Donc, pas les je tourne donner avec parce eux. que sinon. Si, je peux, ouais. Si tu peux. Ouais, si. Vas-y. Si Ah, dans là, six- maintenant, si dans là six- si dans Tu 6 veux mois. nous les donner à nous. Ah oui, mais c'est parce que si quelqu'un dans a 6 mois, besoin, si dans 6 mois ils peuvent pas te prendre, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais si quelqu'un a besoin, voilà, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter. Ok. Ouais, Ok. Ok. Ouais. Et tu pourras communiquer le. exactement. Ok, ça marche. Et donc du coup, tu obtiens le barreau de Londres. Pas tout de suite. Ça m'a mis un peu de temps parce que pareil, encore une fois, je travaillais beaucoup. Donc tu travaillais en entreprise, tu révisais le barreau de Londres et tu faisais ton projet d'investissement. Non, c'est pas dans ce sens-là. D'abord, j'ai fait mon investissement. Ok. Je travaillais dans le cabinet. Ensuite, mon cabinet m'a envoyé chez un client D'accord. dans une banque. Ok. Parce que ça arrive parfois, en fait, les cabinets peuvent envoyer des collaborateurs chez le client. C'est le mercato des avocats. C'est ça. Et en fait, on est trop content quand ça arrive parce que du coup, On sort. on revit. C'est On revit, quoi. On revit, on voit la lumière. Il y a un monde qui existe, un univers parallèle, on découvre la vie. Tu peux donner un peu parce que moi je trouve ça toujours impressionnant, les heures de travail que tu as fait, je dirais la semaine, la journée, le mois ou l'année la plus choquante que tu as fait en termes d'heures de travail. Ce qui te marque là quand je te pose la question où tu t'es dit là c'était. Tu vois, Frédéric par exemple nous a dit, donc Imo pour expat, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, il était avocat à Luxembourg et il nous disait que le pire qu'il a fait, il a terminé, c'était quoi, à 8h du matin je crois, un truc comme ça. Ouais, 6 heures, il reprenait. 6h, il reprenait à 10h, ouais. Ah oui, mais j'ai fait 7 heures. 7h du J'ai matin. fait midi aussi. Tu termines à midi? Oui. Oui. Ah ouais. Tu démarres à 10h et tu termines à midi le lendemain. Mais tu reprends à 16h genre après. Ah bah non, il y a d'autres dossiers, faut enchaîner. Ah donc t'arrêtes pas? Bah non. Ah donc t'as fait Mais genre. ça, oui, c'est. Ouais. Mais du coup quand tu dis que tu termines à midi, tu termines ton dossier à midi et tu reprends à 13h un nouveau dossier? Non, mais en fait, en gros, c'est dans les périodes de rush, tu as plusieurs dossiers. Et le dossier, quand. Il n'y a pas le choix en fait. C'est toi qui es responsable du dossier, il faut l'emmener au bout. Donc tu l'emmènes au bout jusqu'à la signature. Il est 3-4 jours qui précèdent, ou même en réalité la semaine qui précède la signature, bah, tu as beaucoup de choses à faire, quoi. C'est énorme. Et donc tu travailles H24. Donc t'as eu des semaines où tu dormais 3 heures par nuit pendant une semaine? Ouais, c'est ça. En fait, ça, c'est plutôt. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des périodes de rush. Ça, c'est Ouais. novembre-décembre. Parce que tous les clients veulent boucler leurs opérations pour le 31 décembre. Et sinon, l'autre période, c'est juin-juillet. Pareil, parce que tout le monde veut boucler ses OP pour l'été. Avant les vacances. Donc là au moment où on fait la vidéo, il y en a qui sont en PLS. Ouais. Ok. Ah ouais, Ouais. putain la vache. Donc ça t'est arrivé de faire des semaines, des mois Oui, des mois, oui. Des mois complets Bien sûr. où tu dormais 3-4 heures par Bien nuit? sûr. Bah oui. Tu comprends quand je te dis que j'avais pas l'espace mental pour réfléchir à d'autres possibilités, en Et fait. est-ce qu'à posteriori, t'estimes que t'étais toujours aussi performante dans ton travail, même en travaillant autant? Oui, parce que t'as pas le choix, en fait. C'est l'adrénaline. T'es obligé. Ok. T'es obligé, en fait. Et c'est tout le monde? C'était toi ou on va dans ton non, cabinet, non, vous c'était étiez... tout le monde. Non, c'était tout le monde, c'est comme ça. Et puis si tu... Et ça, je crois que Fred, il a dit, Imo pour expat, il vous l'avait dit, en fait, si tu pars à 19h, mais en fait... On te demande si t'as pris Ah, ta regarde. journée. Ouais. Et on te demande même pas, en fait. C'est que limite, on te vire, quoi. Ah, c'est ouf. Et à ce moment-là, tu gagnes combien par mois?
Je gagnais, alors, en brut, donc libéral, 50% de ce que tu perçois Donc c'est forfaitaire. Il y a un par aux abattement. impôts. Oui, il y en a pas. Un Non, non, il n'y a abattement pas d'abattement. Non, non, en gros, alors, quand j'ai commencé à travailler, j'étais à 80 000. par Non, an. j'étais à 70. En Premier gros, contrat. Premier contrat, je pense que c'est plus maintenant. Mais il y a 10 ans, c'était. J'avais commencé à 66, après j'avais été augmenté à 70. Et en fait, tous les ans, tu es augmenté. Ah, mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, là, mon pote qui commence, lui, il doit être à 76. Donc, ouais, il y a un écart Ouais. de 10 000 quand même par rapport à Ouais. il y a 10 ans. Mais son cabinet, je pense qu'il paye moins que les autres cabinets, en Ouais, tout cas là, probablement. ceux où je travaillais. Ouais. Probablement. Et après, tu t'es augmenté tous les ans. Et au bout de peut-être 5 ans. T'as aucun t'es- pourcentage sur les affaires que tu traites? Non, par contre, après, oui, on te remercie, on peut te donner un bonus. Ouais. Ouais, on peut Ok. te donner un Une bonus. bouteille de champagne. Oui, voilà. Ok. Non, ou t'es plus augmenté, par exemple, à la fin de l'année. Parce que du Ok. coup, ouais, t'es augmenté tous les ans. Et en gros, voilà. Donc, tu vois, c'est pas énorme par rapport à tout Ah le non, travail. non. Mais par contre, un cabinet, ça doit être hyper lucratif. Ah, Si bah on a 100 ou 200 personnes qui travaillent Ah oui, comme oui. ça. Ah oui, mais l'intérêt, c'est de devenir associé, en fait, dans ces structures. Est-ce qu'on a le droit de créer son cabinet? Oui. Ok. Il n'y a pas de comme les notaires où c'est limité le Non. nombre. Ok. Non, non, c'est entièrement libre. Ouais. Et pourquoi on le fait pas quand on est avocat? Bah, parce qu'en fait, déjà, c'est hyper vaste, avocat. T'as tellement de matières différentes. Le métier, il est complètement différent selon, tu vois, si t'es fiscaliste, Ouais. pénaliste, Ouais. ou si tu fais des droits des affaires. Même en droit des affaires, il y a plein de Non, choses. mais dans ta situation à toi, pourquoi à un moment Moi- donné, tu te dis pas je monte mon Parce mon cabinet? que moi, je faisais du financement et c'est pas une matière qui s'exerce tout seul, en fait. Parce que moi, je suis, du coup, en fait, je fais du financement structuré. C'est des gros financements entre 15 millions et 2 milliards, par exemple. Ok. Bah, un C'est peu des- comme Fred alors, non? Non, c'était pas ça qu'il faisait? Ouais, mais oui, en fait, ouais. Je crois que lui, il faisait du LBO. Ok. Faudrait que je lui demande. Je crois qu'il faisait du LBO. Mais en gros, quand tu fais du droit des affaires comme ça, pour des grosses entreprises, tu peux pas faire ça tout seul. C'est forcément dans les grosses structures. Pourquoi? Parce que tes clients, c'est qui? C'est les banques. Hmm. C'est des grosses entreprises du CAC 40. Et il y a tout un processus pour devenir avocat de ces structures. Par exemple, pour une banque, elle peut pas saisir n'importe quel cabinet. Elle a déjà des processus de présélection et il faut faire partie du panel pour travailler avec. Donc, faut avoir déjà une expérience, etc. Enfin, Faut être un si gros t'as pas le talentueux. réseau, tu rentres pas, quoi. C'est pas une question de réseau, c'est une question qu'en fait, c'est la matière qui. T'es approuvé, ouais, t'es approuvé par. T'es le- approuvé par, Ok. par la banque ou C'est voilà. comme en fait, il faut avoir un agrément un peu comme ça, non? C'est un peu ça, oui, un peu. Ouais. Faut Mais avoir la c'est carte. des matières, en fait, c'est des domaines qui nécessitent beaucoup de compétences et tu peux pas faire ça tout seul. Et c'est pour uniquement le rachat d'entreprise ou t'as fait aussi des opérations immobilières, par exemple? Immobilier aussi. Ah oui, c'est vrai que ça faisait partie des choses qui m'ont ouvert les yeux. Ok. C'est que à un moment, c'était au début de ma carrière, je finançais 2 frères qui achetaient des immeubles de bureaux en région parisienne. Et en fait, je voyais les chiffres et c'est là que je me disais, mais c'est pas con en fait ce qu'ils font. C'est mieux que de gratter du papier, quoi. Ok. Et donc, tu finances des opérations immobilières à 20, 50, 100 millions. T'as vu des OP de ce Bien type-là? sûr, ouais. Jusqu'à 2 milliards 2 milliards, c'est les grosses boîtes publiques, ouais. publics? Ouais. Ok, ouais, tu m'étonnes. T'imagines un deal à 2 milliards? Parce qu'en plus, Mais- j'imagine que vous avez quoi, 1% de la transac ou un truc comme ça, le cabinet? Enfin, Non, c'est même quelque pas. chose Non, comme non, c'est par exemple un dossier à l'époque, un dossier de financement pour le cabinet, c'était à peu près 30 ou 40 000, 50 000 ça. Ok, peu en, importe le en montant. honoraires. Peu importe le montant. Ouais. Les honoraires étaient calculés surtout par rapport à la complexité du dossier. D'accord, Si tu avais des sûretés, des choses comme ça. ok. Et donc, du coup, pour revenir sur la partie immobilière quand même, tu te retrouves à faire cette activité, tu t'associes pas ou tu crées pas ta propre activité parce que tu disais Ça c'est s'y prête complexe. pas, la matière ne s'y prête pas. Ma matière ne s'y prêtait pas. Et donc, tu travailles au-delà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu travailles, avant de revenir peut-être sur le sujet immobilier, tu travailles dans la perspective de devenir avocate à Londres, ce que tu obtiens en 2018, je suppose. Ouais, mais c'était pas pour travailler à Londres, en fait, c'était pour moi. C'est vraiment. Je sais que ça peut T'as être un jamais peu travaillé à bizarre. Londres? Si, j'ai travaillé à Londres, mais avant de devenir avocate au barreau de Londres. D'accord, donc t'en avais pas besoin. À Paris, je faisais du droit anglais. Ok, En fait, à Paris, dans le nouveau cabinet que je venais de rejoindre, là, après mon expérience, je faisais du droit anglais ok. avec, avec un associé, avec qui ça se passait très bien au début. Et puis après, voilà, c'est. T'as pas continué? Non. Ok. Et du coup, t'es parti à... Parce que tu souris, donc ça, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a pas à creuser? Non, mais en fait, c'est que j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo sur Instagram. Ah, c'est celle-là? C'est ça, ouais. Ah, c'était Ouais, ton c'est associé? pour ça que je veux pas donner de nom, je veux pas. Ouais. Ah, ok. Ah, je savais pas que c'était ton associé. Non, en fait, c'est que c'est pas mon associé à moi. En fait, en gros, c'était mon boss.
Parce qu'on appelle ça associé parce qu'il n'y a pas de lien hiérarchique chez les avocats. En fait, c'est juste qu'entre nous, un boss, on l'appelle juste associé. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de lien Un hiérarchique. peu comme les notaires en fait. Ouais. On n'a pas de supérieur, en fait. On n'a pas de boss. Ça, c'est la théorie. Ça, Et c'est en en théorie. pratique, En pratique, en t'écoutes. pratique, bah oui, t'écoutes celui qui t'a embauché, quoi. Ok. Bah, si vous voulez voir l'histoire, vous allez sur l'Instagram de Sonia. Tu l'as vu ou pas? Ça me semble. Ok. Et du coup, t'es parti derrière à Londres? Pas Non, du tout? Jamais? Plus du tout? Plus de Londres, non. Plus de Londres. Moi, mon objectif, c'était je restais à Ou Paris en pour bâtir Angleterre mon ou- empire. Non, rien du tout. Non, Ok. non. Il fallait que je reste à Paris pour investir en immobilier. Bah, du coup, quand est-ce qu'il s'est passé ce. Juste, je me permets, tu dis bâtir un empire immobilier depuis le départ. Pour toi, un empire immobilier, ça commence à combien? Tout est une question de perspective. Et ta perspective, c'est quoi? Ma perspective, c'est. Ouais, je pense que quand on a 10 millions, Ok. Et c'est un empire. Ouais. t'as un empire ou pas encore? J'en suis à peu près à la moitié du parcours. Ok. Un demi-empire. Un demi-empire, ouais. T'as vu Non, mais qu'on- c'est bien déjà. T'as vu qu'on peut avoir les chiffres? Non, mais on coupe. Vous êtes bon, vous êtes très bon. Ok. Non, mais juste du coup, donc je reprends. Ouais, un empire pour moi, ouais, c'est 10 millions, ouais. À partir de 10 Ok. millions. Très bien. 10 millions D'immobilier, ouais. dont tu es propriétaire ou Amorti ou Donc pas tu es financement? propriétaire. Amorti. Oui, financement, il y a des financements aussi derrière, oui. Parce que si Mais, est-ce que tu non, considères que tu as un empire si tu as 10 millions avec 10 millions de crédit? Ouais, quand même, ouais, bien sûr. Ok. Parce que tu as mis en place une machine Ok. qui tourne. Ok, très bien. Et tu t'étais donné combien de temps pour le faire au moment où tu t'es dit je veux créer un empire? Tu te souviens ou pas? Je m'étais pas donné de Non. délai. Non, je m'étais pas donné de délai. Ouais. Tu t'es dit le plus vite possible, j'imagine, comme tout le monde? Non, pas forcément. Encore une fois, je travaillais beaucoup. Hein. Enfin, je sais que j'ai l'impression de répéter. Je travaillais beaucoup. J'étais là, mais j'étais pas là en fait. J'étais vraiment, ma tête, elle était dans mon travail. Ma tête était dans mon travail jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc là, On a le temps pour les loisirs à ce moment-là dans sa vie? On fait quoi dans sa vie quand Ben- on travaille 80, 100, 110 heures, 120 heures par semaine? bah écoute, qu'est-ce qu'on fait On regarde travaille. Netflix le samedi? Non, mais c'est vrai, c'est Non, une vraie question. ouais, c'est une vraie question. Ben, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Tu vois ta famille, tu Oui, fais. tu vois ta famille, tu vois tes amis, mais du coup, en fait, le truc, c'est que tu es dans un univers où tout le monde est comme toi. Donc, tu vois tes amis le vendredi soir. Moi, pour moi, le vendredi soir, voilà, c'était sacré, je voulais pas travailler le vendredi soir. Ok. Le vendredi soir, c'était, je voyais mes potes, ma famille. Alors, quand tu dis pas travailler le vendredi soir, tu terminais, il était 20h. Non, 19h. Ok, Je me donnais 19h, ouais. ok. Et tu reprenais le dimanche. Ouais, souvent, ouais. Ah, tu bossais le dimanche quand même? Ok. Mais c'est pas que moi, hein, c'est Non, mais Quand tu dis tu bossais, c'était de chez toi ou t'allais au bureau? C'était où? au bureau, ouais. Ah ouais? Ouais. Ok, donc c'était ouvert. Oui, c'est 7, ouvert 7, 24, H24, tout est fait pour que tu travailles bien. Tout est fait pour que, Tu peux manger sur place, je oui, suppose. tu peux commander. Tu peux commander à manger. D'ailleurs, même le soir, hein, tu commandes à manger. Mais c'est payé par la boîte ou? Ouais, par le cabinet ou le client. Si t'es sur un dossier, ouais, c'est payé par le client. Ouais. Ok. Et du coup, c'est une vie où en fait tu passes ta vie. En fait, tes collègues deviennent tes meilleurs amis. Enfin, Ouais. Ça l'est toujours aujourd'hui? Parce que du coup, t'es un peu sorti de tout ça. Je suis sortie de tout ça, donc ouais. Mais est-ce que moins tu restes maintenant. pas? Ils t'envient? T'as une idée un petit peu de ce qui se Bah. passe dans la tête des gens qui y sont? Parce que j'imagine que toi, t'es dans cette position aujourd'hui. On va y venir hein, avec l'immobilier que tu fais, est-ce que tu Ouais. comptes développer, etc. Mais ils se disent pas, putain, merde, moi je continue à travailler 100 heures par semaine, Sonia moins. C'est une très bonne question. C'est vrai que, alors déjà, j'ai fait un tri de mon entourage. Je pense que, vous savez, dès qu'on commence à investir, on est obligé de faire un tri dans son entourage. Et puis c'est vrai que quand je rencontre, c'est vrai qu'il y a un peu de frustration, ouais, parce que je pense qu'ils se rendent compte qu'en réalité, il y a d'autres moyens de gagner sa vie. Mm. Et qu'eux, ils travaillent beaucoup. Ouais. Et du coup, le sujet qu'on avait évoqué, c'est que potentiellement, et je rebondis sur le réel que tu as publié, tu disais que peut-être que la frustration créée par le surmenage, la pression, etc., pouvait faire que justement, tu étais de fait frustré. Et donc, ça t'amenait à faire des choses qui étaient impensables, d'une part. Et d'autre part, à peut-être, en tout cas, c'est ce que j'imagine, jalouser certaines situations. Et c'est pour ça que je te pose la question. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais je me dis, quand tu travailles dans un endroit et que tu travailles beaucoup, que tu passes beaucoup de temps, à un moment donné, tu es peut-être épuisé ou fatigué. Et quand tu vois que des personnes qui étaient à ta place se retrouvent dans des situations différentes qui semblent être plus agréables, qui ne le sont pas toujours, hein, parce que l'investissement immobilier, c'est aussi compliqué. L'entrepreneuriat, c'est stressant, ça prend du temps. Mais on donne l'impression sur les réseaux sociaux, etc., que c'est quand même
plus accessible. Et je pense, au vu de ce que tu expliques, que c'est quand même une situation qui est moins chronophage, moins prenante et avec des perspectives financières différentes, je pense, si tu te débrouilles pas trop mal, qu'il peut y avoir, à mon avis, un moment donné où tu jalouses un petit peu certaines personnes. Mais j'imagine que ça doit dépendre de certains profils. Tu l'as pas ressenti en tout cas. En fait, j'ai coupé. En fait, j'ai coupé parce que surtout que en fait, sortir de ce milieu, c'est très compliqué parce que c'est un milieu très fermé où les gens ont un état d'esprit fermé. Et si tu fais autre chose, t'es perçu comme un outsider en fait. Et moi, quand je suis devenu investisseur immobilier, ben, en fait, j'ai coupé. Je voulais pas d'ondes négatives, donc j'ai coupé en fait. J'ai coupé. Ça a été quoi ce déclic alors où tu t'es dit ça y est, je me lance vraiment en full time. Enfin, aujourd'hui, on peut considérer que tu es vraiment à fond dans l'investissement. Ça s'est passé quand? Il y a eu cette première période, ce premier déclic à Barcelone. Il y en a eu un deuxième qui t'a marqué? Le deuxième, c'est du coup 2018. 2018, là, du coup, il se passe ce qui se passe du coup, avec mon associé. Vous irez sur Instagram voir ce qui s'est passé. Donc là, j'en pouvais plus. Voilà, je me sentais plus à ma place. Après, bon, je peux le dire. Enfin, pour ceux vas-y, en fait, pense qu'il faut. En gros, j'avais un boss avec qui ça se passait très bien au départ, mais ensuite, il a fini par avoir des comportements inappropriés, pas que à mon égard, aussi à l'égard en fait, de tout le monde, en fait, de toutes les collaboratrices. Il y a une assistante à qui un jour il a fait poids de camion avec sa poitrine. Ouais. Voilà. Bon, elle a été protégée. Ils ont changé d'affectation. Nous, en libéral, en fait, il n'y avait rien. Et puis, un jour, on était dans son bureau. Et puis, en fait, il s'est déshabillé devant moi. Voilà. Et ça, en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Il venait, il nous parlait. Il enlevait son pantalon. Enfin, il débouclait sa ceinture en nous parlant. Il se touchait le bas du corps. Enfin, tout ça, plein de choses comme ça. Mais ça, à la rigueur, on va dire que ça peut arriver... et c'est traité. Non, mais c'est ça. Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis un peu perturbée parce qu'en fait, c'était une période très difficile à vivre. C'était très difficile à vivre parce que surtout, et c'est marrant parce que à la suite de la publication de ma vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages en fait de femmes qui ont vécu des situations similaires et qui ont fini soit en burn-out ou en arrêt maladie, tout ça. Et le truc, c'est que moi, en libéral, il y avait rien. Il y avait rien. En fait, je crois que l'information avait circulé du coup dans le cabinet. Et il s'était rien passé en fait, il s'était rien passé. Et puis surtout que du coup cette personne-là, cet avocat-là, en parallèle, il faisait que de me dévaloriser auprès des autres. Donc à un moment, c'était le seul avec qui je travaillais. J'ai fini par partir, j'avais pas d'autre choix. Donc là, le déclic, il a commencé un petit peu à être là. Et puis ensuite, j'ai changé de cabinet. Je suis allée dans un autre cabinet, le premier en fait que j'ai trouvé. Et je t'en parlais tout à l'heure. C'est un cabinet du coup très très élitiste. Quand on est avocat d'affaires, c'est la crème de la crème. C'est le meilleur cabinet. J'étais très très bien payée. Et en fait, l'avocate qui m'avait recrutée, elle avait l'air vraiment top. Mais une fois que j'étais arrivée au cabinet, là c'était une autre histoire. Okay. Je me souviens dès que j'avais rejoint le cabinet, en fait, les gens venaient me voir un peu comme une curiosité. J'avais juste mal fait ma due deal. En fait, j'avais pas. Si j'avais eu le temps de mieux faire ma due deal, je pense que j'aurais su en avance que c'était pas une bonne personne pour qui travailler. C'est-à-dire faire le point sur finalement qui est qui et les personnalités et avec qui tu vas bosser. C'est ça. Faire le tour un peu de tout le monde parce que tout le monde se connaît. Exactement. Okay. Et je l'ai pas fait parce que en fait je devais quitter ce cabinet où en fait je me retrouvais avec un mec qui se déshabillait devant moi. Il y avait une notion d'urgence. Ouais, il y avait une notion d'urgence. Et d'opportunité, j'imagine, puisque tu te retrouves dans un cabinet qui te semble être, ou en tout cas qui est dit comme l'un des meilleurs. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et donc, finalement, qu'il l'est probablement, simplement, t'es pas tombé sur la bonne personne à ce moment-là. Exactement. Donc là, tout le monde a commencé à venir me voir dans ce nouveau cabinet en disant ça va et tout. Au bout de la 3e, 4e personne, j'ai compris qu'il y avait un truc bizarre, en fait, parce que les collaborateurs tiennent pas avec cette personne. Donc moi, j'ai tenu 3 mois. Vraiment, j'ai vécu un enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Ça donne envie en tout cas. Franchement. Moi je pense que les gens qui nous regardent, qui sont plus jeunes que 18 ans et qui savent pas quoi faire, à mon avis, après avoir regardé Fred et Sonia, ils veulent devenir avocats. Oui, c'est sûr. Je pense. C'est sûr. Je pense qu'on va susciter les vocations. En plus, le pire, c'est que malgré tout ça, j'ai une nièce qui a décidé de faire des études de droit. Ouais, après, elle sera je l'ai pas poussé. Je l'ai pas... Et donc, ce cabinet, donc vraiment l'enfer, à chaque seconde, je me demandais combien de temps j'allais tenir, jusqu'à ce que, du coup, au bout de 3 mois, elle me dise écoute, ça marche pas. Voilà. Et là, j'étais soulagée. Et le déclic, en fait, je l'ai eu là. Là, je me suis dit ok, c'est fini. Là, j'en ai marre. 2018. J'en ai marre. Là, clairement, je suis arrivée au bout de l'exercice. Je tombe que sur des fous. J'arrête. J'en peux plus.
qu'est-ce que je veux faire? Oui, c'est vrai que j'avais un peu oublié, je travaillais tellement que j'avais oublié mon objectif en fait. Donc je m'étais dit, oula, immobilier. Fallait retourner à Barcelone. Du coup, immobilier, et je me suis dit, vite, avant que j'ai plus de salaire, il faut que j'achète un nouvel appart. Donc là, en 3 semaines, 1 mois. À ce moment-là, tu en avais 2 pour rappel, c'est ça? J'en avais 2, ouais, c'est ça. Et là, du coup, pareil, j'avais rencontré un courtier, on m'avait présenté un courtier et je lui avais demandé si je pouvais investir. Il m'avait dit oui. Pareil, j'étais étonnée. J'ai trouvé, du coup, avec le budget qu'il m'avait donné, j'ai trouvé un appart en 3 semaines, 1 mois. Donc j'ai eu mon prêt. Et puis là, voilà, donc 2018, j'avais donc 35 ans, j'avais plus de job, pas de chômage, rien du tout, mais j'avais quand même 1 million d'immobilier. Ok. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, bah, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un job juriste en banque, en entreprise. Et puis, et je vais prendre le temps, en fait, déjà de me reconstruire. Et puis de construire, du coup, la suite de mon parc immobilier. Ce que t'as fait? Ce que j'ai fait. Donc t'as acheté? J'ai acheté, j'ai beaucoup acheté. Ok. Une dizaine de biens, en gros, sur ces 5 dernières années? Ouais. Ok. Et j'en ai revendu, mais ouais, j'en ai acheté plusieurs. Au total, à peu près une dizaine? Entre 10 et 15, en gros? Entre 10 et 15, ouais. Ok. Ouais. Sur les 5 dernières années, Ouais. avec une importance plus importante sur les premières années, où là, tu as tendance à investir plus qu'au départ. Comment ça s'est passé ces 5 dernières années Et est-ce que tu as pris... tu nous diras si on coupe, mais du coup, je pose quand même la question. Est-ce que tu as pris ce job pour la notion financière, puisqu'il te permettait d'avoir un salaire fixe, qui te permettait d'emprunter de manière importante et de continuer à faire ce que tu fais? Ou pas du tout, c'est parce que ça correspondait à ce que tu voulais, ou un entre-deux? Ah non, c'était un entre-deux. En fait, déjà, je voulais plus travailler en cabinet. Okay. Et puis mon métier, c'était quand même avocate, voilà. Et le chemin naturel. Bon, je suis pas la seule à avoir quitté la profession. On est beaucoup. Et en général, les avocats deviennent juristes. D'accord. Voilà. Donc j'avais un objectif à court terme et long terme. Voilà. Bon, bah, naturellement, en fait, d'avocate, je suis passée à juriste. D'accord. Bon. Et puis j'avais besoin de confort, etc. Je vous dis, je m'étais retrouvée sans rien du jour au lendemain. Ce qui a été le cas à ce moment-là, c'était beaucoup plus agréable comme job par rapport à avocat. Okay. Ah bah oui. Ah ouais. Bah, tu revis en fait. Ok. Là, tu fais des heures normales? Normal. Ok. Ouais. 50 heures, c'est pas normal. Hein. ça va. Ok, donc tu fais des heures normales et du coup, tu peux te concentrer sur tes investissements. Exactement. Et c'est là que j'ai commencé, du coup, vraiment, que j'ai accéléré. Enfin, c'est là que je suis devenue investisseur. Ok. Parce que là, donc, j'ai commencé, du coup, juriste en septembre 2018. D'accord. Et novembre 2018, je rencontrais des investisseurs. En fait, j'avais tapé sur Google, je sais pas, investisseur immobilier à Paris, parce que je me disais qu'il fallait que je rencontre des gens. Ouais. Et là, j'ai rencontré, du coup, beaucoup de monde à partir de cette période-là, et qui est devenu un réseau qui est indispensable quand on veut booster. C'est indispensable. C'était quoi le premier, tu te souviens? Ouais, c'était le cercle des investisseurs à Paris. D'accord. Ouais. Ok. C'est un truc de marchand, ça, non? Non, c'est un truc d'investisseurs. Ah bon, c'est un réseau d'investisseurs qui existe toujours. Ouais. Le cercle immobilier, c'est pas un groupe de marchands? Ça, c'est autre chose, ouais. Okay. Le cercle MDB, je crois. Ouais, ok, peut-être. Ouais, oui, peut-être, t'as raison. Ouais. Okay. Et là, non, c'est le cercle des investisseurs à Paris. T'as pas voulu créer ton événement? Tu l'as déjà fait? Mon événement? Ouais. Non, pas encore. Ouais, vu que t'as fait beaucoup d'événements et que tu considères que... Ouais, si, ça va venir. Ouais. Et surtout que là, maintenant, je commence à avoir du coup, des personnes qui me sollicitent et qui veulent me rencontrer et que j'ai envie de rencontrer. Donc, ouais, je vais organiser un événement très bientôt. Qu'est-ce que tu as acheté pendant ces 5 ans? Pendant ces 5 ans, j'ai acheté d'abord un appart dans le 18e à 2. Un que j'ai donné à ma sœur. Parce qu'en fait, du coup, je venais de découvrir l'investissement immobilier, donc je voulais aider ma sœur. Ouais. Donc, je lui ai cédé ma promesse. Alors, j'ai acheté un autre dans la même résidence. Quand tu dis céder ta promesse, tu avais une clause de substitution et tu as permis à ta sœur de substituer à toi. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est pas évident parce que du coup, même quand tu fais ça, en fait, c'est toi qui es responsable du crédit. Donc, j'ai quand même eu mon crédit que j'ai refusé. Dans le doute. Dans le doute, ça aurait été bête, quoi. Bon, elle l'a eu, du coup, moi, j'ai refusé mon offre de crédit. Bon, ça m'a fait un peu mal au cœur, mais bon. Au moins, j'avais permis à ma sœur d'acheter, donc j'étais contente pour elle. Moi, j'ai acheté dans la même résidence. Toutes les deux, on a revendu nos biens. Elle, parce qu'elle n'a pas du tout aimé l'investissement, elle n'a pas aimé le stress d'avoir des locataires, etc. Elle a revendu, elle a fait, je crois, 40 000 € de plus-value. Mais elle a tellement détesté l'expérience que, en fait... C'est fini? Ouais. Okay. Elle a juste acheté sa résidence principale, elle n'avait plus entendre parler de locataires. Mais bon, elle a quand même gagné en un an et demi 40 000 €.
Moi, j'ai fait pareil. Non, en résidence, donc elle a eu 36,2 d'imposition quand même. Non, parce que elle était locataire avant, donc elle a utilisé D'accord. l'exonération quand t'as pas été propriétaire de ta résidence Ouais, principale. mais elle a eu un locataire pendant un an. Oui, mais elle a jamais- revendu. elle n'avait pas revendu sa RP dans les. Elle avait jamais eu de RP avant. Ouais. Et en fait, quand tu. Ah oui, elle a utilisé la loi, Oui. la loi Fillon. En gros, ça veut dire qu'elle a Ouais. réutilisé la Ouais. plus-value pour la mettre dans sa résidence Exactement. principale. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Ok, Donc ok. c'est ce qu'elle a fait. Moi, dans la même résidence, pareil, mon bien il avait pris en valeur. Et puis je crois qu'on était juste avant le Covid ou pendant, ou chose comme ça. Pareil, j'ai revendu. J'ai ressorti, je crois, 50 000 €. J'ai payé la taxe, il m'est resté 35, du coup, que j'ai réinvesti dans un nouveau projet. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup acheté, ouais. Est-ce que on t'a pas posé la question, mais c'était le cas de Fred. Est-ce que toi, t'avais des salaires qui étaient cohérents, qui étaient corrects, même plutôt bons? Est-ce que t'as épargné beaucoup pendant tes années d'avocat ou non, quand t'as commencé l'IMO, t'avais pas de cash de côté? Alors, quand j'ai commencé l'IMO, j'avais pas de cash de côté, mais dès le début, comme je savais que je voulais investir, bah, je mettais de l'argent de côté, ouais. D'accord. Je mettais, en gros, j'ai mis 1 an à trouver mon bien. Et en 1 an, j'avais mis 17 000 € de côté. D'accord. Après, Mais au départ, tu vivais en 2015, tu utilisais tout ton argent tous les mois. Alors, attends, tu parles de quelle période? 2015 Ou de 2012, enfin, je veux dire. j'ai C'était pas épargné du un genre. peu. Non, alors j'étais dépensière. Ok. J'étais dépensière et c'est quand je suis devenue investisseur que je suis devenue rigoureuse en fait. Ok. Parce que tu peux pas gérer. On gère beaucoup de trésorerie. Ouais. Et il faut être rigoureux, sinon t'es mort. Ok. Ouais. Je t'ai coupé. Non, je sais plus. Ah, si, je t'ai coupé, ça c'est sûr. Ouais. Du coup, je Du disais coup, donc j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai revendu aussi. Du coup, l'appart que j'avais acheté en 2015, je l'ai revendu. D'accord. J'ai fait une très très belle. D'opportunité, t'avais une plus-value à prendre Non, en fait, c'est que pour moi, quand on fait l'immobilier, on gagne vraiment de l'argent à la sortie. Mhm. Ouais, ça c'est vrai. Donc il faut arbitrer régulièrement. Ouais. Ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, j'avais fait des modulations avec mes prêts, donc j'avais baissé mes mensualités. Donc là où j'étais négatif dans le passé, j'étais à l'équilibre ou un petit peu positif. Mhm. Voilà, donc j'ai revendu, je crois que j'ai vendu 3 ou 4 apparts en tout, et que j'ai réinvesti à chaque fois. Ok. Donc j'ai beaucoup acheté, beaucoup revendu. Enfin, pas beaucoup, j'ai arbitré mon parc. T'as une stratégie un peu mix entre, on peut pas dire marchand de biens parce que c'est pas l'objectif, mais tu gardes, t'arbitres, donc en fait tu mixes un peu plusieurs stratégies. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, moi, en fait, autant ceux qui font l'immobilier de rendement, ils tablent sur le cash flow mensuel. Moi, je table sur l'augmentation de la valeur du bien avec le temps. Ok. Et donc là, on a eu de la chance, je fais partie des investisseurs qui ont eu de la chance ces dernières années de tomber à un moment de l'histoire de l'immobilier où les prix ont gonflé. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Voilà, il y a des périodes. Donc j'en ai bénéficié. Mais à long terme, l'immobilier prend toujours de la valeur. Ça, c'est sûr. À long terme. Bah, en tout cas, on est, je pense, tous d'accord autour de Ouais. ça. Ouais. C'est ça. Ne serait-ce que par l'inflation, parce que Bien sûr. tout à l'heure je vous disais que au départ j'étais en négatif, mais avec les années, donc là, ça fait 10 ans, maintenant je suis positif en fait, parce que les loyers ont augmenté. Bah, David qui nous disait, il avait loué sa première maison, je crois que c'était 800 ou 900 euros. Il y a 1002 maintenant. Et ouais, 1002, et là il veut la passer à 1005. Voilà. Donc, et le crédit reste toujours le même. Hein. C'est ça. Donc tu as lancé ces différentes opérations. Mm. Tu nous disais 8 à 9% de rendement à peu près, Ouais. c'est ça, sur tes Ouais. biens à Paris. Ouais. Donc ce qui est assez fou. Comment tu fais? En fait, alors comment je fais? Donc je vous ai dit que quand j'ai commencé, j'étais en négatif, etc. Et en fait, avec le temps, j'ai réfléchi, j'ai découvert des choses. En fait, c'est toujours quand on est investisseur, on est créatif, sinon tu peux pas avancer très loin. Donc au départ, donc j'ai fait le programme de base. Tu achètes un studio, en l'occurrence un T2, tu achètes un petit appart, tu le mets en location et fini. Sauf que quand tu veux cumuler, il faut être créatif, il faut réfléchir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait évoluer ma stratégie. Au départ, ma stratégie, c'était d'acheter dans les arrondissements les moins attractifs, parce que les prix à l'achat sont inférieurs. C'est quoi, c'est 19, 20 Ouais, 18-19 ans. Okay. Alors que le delta par rapport au loyer est pas aussi important. D'accord. Donc j'achetais pas cher, 18, 19, 20, 18 et 20e en l'occurrence, et je louais très bien parce que je crée de la valeur, rénovation, etc. Okay. Donc je faisais ça, donc ce qui fait que j'étais à l'équilibre. Un petit cash flow, même là il y a un appartement que je loue, un T3, où j'ai 400 € de cash flow. Donc en fait, tu as trouvé ton dysfonctionnement de marché en région parisienne. À Paris. Dans Paris. Dans Paris. Ah oui, Paris, pardon. Donc d'abord... Moi, je suis pas de la ville. Moi. Ouais, donc dans Paris, 18, 19, 20. Okay. Et ensuite, c'était peut-être il y a 2-3 ans, moi j'ai toujours voulu faire du luxe.
depuis que j'ai commencé, c'était le luxe, le haut de gamme. Et puis, il y a 2-3 ans, un matin, je me suis dit, bon, il faut que je vais Action, quoi. Voilà, Action, je vais regarder le marché. Et j'ai regardé, j'utilise un logiciel de recherche de biens immobiliers qui s'appelle Casapulse, que je recommande à tout le monde, qui est très bien. Je ne connaissais pas. Tu connais? En fait, c'est un agrégateur d'annonces. C'est comme l'e-box. C'est comme Castorux? Ouais. Ok. Ouais. Après, moi personnellement, je préfère Casapulse. Je le trouve hyper. Mais il y en a d'autres qui préfèrent l'e-box. L'e-box, c'est très bien aussi. Ça fonctionne aussi. J'ai déjà trouvé des biens sur l'e-box. Ok. Et Castorux, j'utilise pas. Ok. Donc, un matin, je me suis dit, allez, Action. Je me suis dit, 8e, parce que je connaissais bien le 8e. J'ai toujours travaillé dans le 8e. Donc, le Quartier 8e qui est l'un des lieux les plus de Paris. Ouais. Et en fait, je connais très bien ce quartier. J'ai toujours travaillé. Il y a beaucoup de cabinets. La plupart des cabinets d'avocats sont là-bas. Et donc, j'ai regardé. J'ai sélectionné. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais moins de 400 000 euros dans mes critères de recherche. Et ensuite, j'ai sélectionné du moins cher au plus cher. On était au mois de juillet. Je crois que c'était il y a 2-3 ans. Et puis là, je vois un appart délabré, enfin, un truc dégueulasse, à 10 6 du mètre. Dans le secteur, on est entre 12 et 15, voire plus. Ok. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi c'est encore là, quoi. Donc, j'ai appelé, et puis, comme à chaque fois que j'ai fait des bonnes affaires, en fait, je débarquais, le truc était nickel, enfin, pour un investisseur, et le truc était encore là, personne n'avait acheté. Après, on sortait du Covid, donc peut-être que les gens étaient en vacances, ou pas, mais en tout cas... Vous voulez moins acheter à Paris aussi à ce moment-là? Ouais, peut-être. Sortie de Covid, tout le monde annonçait. Ils étaient dans notre 20e arrondissement. Et avec plaisir. Non, c'était juillet, on était sortis du confinement. Bon, en tout cas, donc j'ai fait une offre, super agent IMO qui m'a aidé du coup à bien négocier. Et puis je l'ai bien négocié. Je crois que j'ai payé tu l'as eu à combien? 10 004, je crois. Okay. 10 004 ou 10 005. Ok. T'étais sur les champs? Ouais. Enfin, en gros, t'as l'avenue des Champs-Élysées et t'as le rond-point des Champs-Élysées et moi je suis juste au rond-point. D'accord. J'ai l'immeuble, au rond-point. Le rond-point des Champs-Élysées, c'est là où il y a l'Arc de Triomphe? C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ouais, c'est l'autre bout. Ok. Donc voilà, après, comment j'ai fait pour trouver le financement? C'est là où après, tu as l'avenue avec les boutiques. Avenue Montaigne. Ouais, l'avenue Montaigne. C'est ça. Je suis pas loin. Ouais. Ok. Ouais. Chanel et tout. Okay. C'est ça. Tu connais. Il n'a pas le choix. Et tu racontes l'anecdote ou pas? Vas-y, raconte-la. C'est le d'hier. Avec ma chérie? Ouais. Elle est énorme celle-là. Non mais attends, tu vas rigoler. Ça fait une petite digression, mais ça a à voir avec Chanel. C'est une chérie qui passe beaucoup de commandes. Beaucoup, c'est un euphémisme. Ouais, elle passe quelques commandes. Alors, Erwan, il faut savoir qu'on s'appelle assez régulièrement. Je pense que une fois sur 3, quand je l'ai au téléphone, et je pense 100% du temps que quand je l'ai au téléphone et qu'il est chez lui et qu'il me répond, il dit bonjour. Il dit bonjour à des livreurs. Parce qu'il y a des colis qui viennent chez lui. Oui, j'ai une petite amie qui reçoit quelques colis à la maison. Elle est influenceuse ou... Elle est, on devenir. va dire micro-influenceuse. Ouais. D'accord. Donc elle a 75 000 sur TikTok, je crois, en ce moment. Et donc elle reçoit beaucoup de colis. Et ça c'est la première donnée. Elle en a reçu. Elle reçoit des colis Chanel de l'avenue Montaigne. Non, même pas. C'est plutôt du Zara, du H&M et tout. Donc... Combien elle en a reçu hier? 4. Ouais. C'est énorme. Ouais. 4 et j'ai su dans son TikTok en fait il y en avait 5. Donc t'as pas vu? Ouais, je l'ai pas vu. Et donc ça c'est la première donnée. La deuxième donnée qu'il faut avoir, c'est que j'ai une très 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 bonne étoile. Je sais pas pourquoi, d'où ça vient, mais j'ai une très très bonne étoile. Et je vais dans la Baule, je m'arrête pour réserver le resto de ce midi, et je vois un truc UPS, un camion, et puis le livreur il me regarde bizarre. Je le regarde, et puis moi j'attendais pour une fois un colis, une aile de kite. Et bref, et le mec il me fait dans la Baule, à l'autre bout vraiment de la ville, il me fait vous habitez à Villejoie? Je dis oui. Tu t'appelles Erwan? Oui. J'ai un colis pour toi. Je dis oui, il me semble. Comme tous les jours. Il me dit écoute, j'ai reconnu ton nom sur le colis, mais le mec qui te l'a envoyé, il s'est complètement trompé. Il l'a envoyé dans un point relais et pas à ton adresse. Bref, il s'est gouré. Il me dit mais je l'ai dans le camion, mais je peux pas te le donner, etc. Et enfin bref, on a réussi à bricoler. Mais le mec m'a reconnu dans la rue. Tellement... dire, en fait, il t'a reconnu dans la rue. Il m'a reconnu dans la rue tellement il est habitué à nous livrer à la maison. Et il connaissait mon nom et mon prénom. Et au bout de 2 secondes, on se tutoyait, c'était très drôle. Donc voilà. Donc tu reçois vraiment beaucoup de colis. Comme disait Erwan, quand tu te fais reconnaître par la personne qui travaille à la poste, ça va. Quand tu te fais reconnaître par le livreur de colis, ça quand Colis West il dit bonjour, comment ça va aujourd'hui?
Que ça soit ta factrice, c'est une chose, mais alors le livreur de colis West. Voilà. J'ai que 4 colis aujourd'hui pour toi. La prochaine étape, c'est quand on va m'appeler frère. Là, je vais dire oh là là, ça va pas du tout. Bref, fin de parenthèse. Donc, tu es avenue Montaigne, ouais. à l'angle d'avenue Montaigne à Paris. Ok. Enfin, je suis plutôt à l'angle. Ouais, enfin, je suis le rond-point des Champs-Élysées. Ok. On a qui comme profil qui vient louer ses appartes? Alors, du coup, non, mais attendez, je vais y arriver parce que c'est Vas-y. intéressant. Comment je suis arrivée à ça? Du coup, donc j'achète ça sans me poser de questions encore. Je me dis, bon, juste 10 600. J'avais l'idée, à ce moment-là, je m'étais dit, bon, pourquoi pas faire du marchand de biens? Pourquoi pas? Mais moi, je veux garder les biens, en fait. Je veux vraiment faire du patrimoine. Donc, j'achète, je fais mes travaux. Et puis là, au moment de la mise en location, vraiment, j'hésitais. Je ne savais pas comment faire, en fait. L'appart me coûte cher. Quand tu dis que tu savais pas comment faire, c'était le prix en fait. Tu savais pas quel prix proposer. Ouais, je savais pas quel prix proposer. Et puis c'est vrai que, c'est un peu un achat, un peu je veux pas dire coup de cœur parce que bien évidemment je l'ai fait intelligemment, mais c'est vrai que j'ai fait cet achat sans penser à comment j'allais l'exploiter derrière. T'en as eu pour combien au total? L'achat, je crois que j'en ai eu pour, je crois que c'est 390 ou 380. Et les travaux, j'ai eu beaucoup de travaux parce que j'ai tout restructuré. C'est un studio, j'en ai fait un 2 pièces. Je crois que j'ai 50 000, 60 000. T'es à 2000 du mètre, à peu près? Sur ta réno? Ouais, elle m'a coûté cher la réno, ouais. T'as combien de surface? Sur une petite surface, 2000 du mètre aujourd'hui. Ouais, mais c'est parce que je pense que j'ai créé des cloisons, parce que là, je suis en train de faire la même chose dans un studio plus petit, dans les mêmes voisins, et ça que les travaux, j'en ai pour très cher aussi. C'est les cloisons, dès que tu fais des cloisons. T'as combien de surface au total sur l'appart? 37. Ok. Ouais. Okay. Donc je finis la réno, voilà, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de cet appart? Est-ce que j'y vis? Est-ce que j'y vis pas? J'y vis pas, parce que en fait, c'est hyper agréable d'habiter dans ce quartier. Bon. Évidemment. Enfin, peut-être pas pour ceux qui habitent à La Baule. Ouais, nous, si, moi, 2 jours à Paris, c'est bien. J'adore. Mais après, il faut que je. En fait, c'est des endroits qui sont très bien, mais moi, je trouve, en tout cas, si tu gagnes très très bien ta vie. Parce qu'en fait, sinon, t'as pas les moyens de profiter des activités qui Franchement, Paris, c'est incroyable si tu es dans un bon quartier et tu prends pas le métro. Ouais, c'est la plus belle ville du monde si c'est. Ouais, Par contre, t'es pas dans un beau quartier et tu dois prendre le métro et le RER tous les jours. Et t'as 2 heures de transport pour aller au boulot, j'exagère. Ouais. C'est tout de suite. En fait, Paris, c'est pas le même pour tout le monde, tu vois. Ouais, c'est très vrai. Ouais. Ça dépend de tes moyens financiers. Ouais, c'est ça. Pas la même vie. Et donc, exactement. Et donc, du coup, finalement, je cherche des locataires moi-même. À cette époque, j'avais pas de gestionnaire. J'avais trouvé un petit couple, mais le loyer n'était pas hyper élevé. Donc, j'ai pris quelqu'un juste, je m'étais dit, bon, le temps de réfléchir à un autre mode d'exploitation, voir ce que j'en fais. Je vais prendre quelqu'un juste pour 6 mois. Bon. Je l'ai loué 2 000 €. Ok. 2 000 €, ouais. Et puis ensuite, j'ai commencé et je m'étais rendu compte quand j'avais mis mon annonce qu'en fait, j'étais harcelée de messages de gens qui venaient de la planète entière qui voulaient du coup un appart pour 6 mois ou voilà pour leurs études. Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a une clientèle. De la planète entière, genre. Ouais, genre j'avais des Mexicains, des Brésiliens. Okay. Et vraiment, ils se battaient pour avoir absolument l'appart, absolument. Et puis là, c'est le rêve parisien, là, c'est l'effet Emily in Paris, là. Ouais, exactement. Et surtout, je me rends compte, et du coup, je me suis rendu compte que la demande était énorme parce que moi, ma clientèle initiale, j'avais des Français, clientèle locale, voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a tout un marché qui est sous-exploité, en fait, d'étrangers qui viennent à Paris pour le travail ou pour les études et qui veulent un logement pour une durée moyenne, quoi. Et 2 000 €, c'est cadeau. Exactement. Bon alors, tu l'as loué combien? Bon, alors du coup, maintenant, je le loue entre 3 500. 3 500? Ouais. Et ça part à la même vitesse? Oui. Ouais, et c'est les prix. Hein, c'est des petites durées? Les gens restent en moyenne 3 mois. 3 à 6 mois. Ah, donc tu es sur un mix, tu n'es pas sur la LCD, tu n'es pas sur de la LMN, de la location meublée classique comme on l'entend. Ouais. Tu as créé un marché. J'ai créé un marché, ouais. En fait, j'ai créé mon rendement. Okay. Et c'est là que tu vois quand t'as pas le choix, c'est ça que tu disais tout à l'heure qu'à un moment faut foncer, faut pas se former, et c'est vrai, quelque part en fait tu fonces, tu fais le truc. Moi j'ai fait ce projet, je savais même pas comment j'allais payer, en plus je dis j'ai un gros crédit là-dessus, je crois que je suis à 2000, l'appart me coûte 2400 je crois, par mois. Donc je me disais en plus je vais être à moins 500, putain c'est pas smart, je vois toute la journée les gens qui vont acheter des immeubles à 10%, qu'est-ce que je fous quoi. Et en fait du coup à force de réfléchir et de chercher... j'ai trouvé quoi. Et tu trouves facilement, par contre, t'as pas de vacances locatives importantes? Non. Ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, là maintenant, j'ai des apparts un peu partout à Paris. Et maintenant, je suis en train de vendre les apparts les moins bien placés. Et parce que maintenant, je veux vraiment recentrer sur les arrondissements centraux, sur les bons arrondissements, parce qu'il y a plus de demandes. Oui, en fait, j'ai aucune vacances locatives. Demande internationale que tu soupçonnais pas, en fait. Ouais. C'est le fait d'avoir le produit, c'est assez rare, c'est que d'habitude on répond à la demande. Ouais. Là, tu as eu un truc et tu dis ah bah en fait il y a ces gens-là qui demandent. Okay. Du coup, tu dois avoir un pouvoir d'achat surréaliste de la part des locataires. Tu as dû avoir des dossiers, ça devait être n'importe quoi.
Ouais, alors du coup, pour cette période-là, moi, je demande pas les dossiers. Enfin, je demande juste les pièces d'identité, etc. Parce qu'en fait, ils me payent en avance. Ou bien je prends la garantie avec Studapart. Ok. Il y a une très Il bonne n'y garantie. a pas de garantie visuelle là-dessus. Bah, quand t'as un Mexicain qui peut payer 3500 € par mois un loyer C'est à ça. Paname, c'est qu'il vient d'une famille. Ouais. Enfin, il doit avoir un niveau de vie qui doit être surréaliste. Quoi. Bah, c'est ça, ouais. Et tu me demandais du coup quel type de profil Ouais, j'ai. ouais. Bah, par exemple, j'ai eu une coétie Donc, qui est une venue- personne qui vient du Koweït. qui vient du Koweït, qui venait pour des études de mode dans une école de mode privée, Ouais. et qui est venue avec 20 valises et qui avait une bourse de l'État, de l'État Koweït du Koweït de 8 000 €. Ok. Ça, c'est juste la bourse, c'est même pas l'argent de ses parents. Ouais. C'est- Et 20 valises. Ouais. Elle avait des gens avec elle qui lui ont apporté les valises. Alors, c'est pas moi qui accueille du coup mes locataires, j'ai mon gestionnaire, mais c'est mon gestionnaire qui m'a raconté qu'il a dû porter. C'était hallucinant, quoi. Il y avait beaucoup de valises à porter. Ouais. Ouais. Ok. J'ai eu quoi d'autre comme profil C'est fou parce que c'est des pays où, des fois, sur le papier, on a l'impression que c'est des pays pauvres, et ils le sont. Et si tu sens Pas Koweït. pas le Koweït. Koweït, c'est Ouais, non. paradis du pétrole. Ah, c'est paradis Ok, du autant pétrole. pour moi. Euh, Non, mais 8 je pensais 000 € de bourse. Je pensais au Mexique, tu vois, des endroits comme Ah, le ça Mexique, où, ouais. où il y a des fractures entre Ouais. les très pauvres et les très riches. Bah, c'est tu vois. clair. Eh ben, C'est clair. bah, j'ai eu une Mexicaine qui était habillée en Chanel, Hermès, de la tête aux pieds. Et puis un jour, je l'ai vue dans une boutique Chanel. Déjà, elle était tout en Hermès, etc. Et puis, elle achetait plein de trucs avec sa sœur. Ouais. J'ai ce type de client. Et du coup, est-ce que a posteriori, sur tes 2-3 ans d'exploitation de ce type d'appartement, est-ce que tu as des difficultés similaires que tu trouves sur d'autres appartements? Est-ce qu'ils font le bordel? Est-ce que ces profils-là? Ou est-ce que non, c'est comme on pourrait l'imaginer, c'est nickel, t'as jamais eu de problème? Alors, les seuls problèmes que j'ai, c'est avec les Français. Ok. Bah, en fait, ouais, j'ai des apparts, par exemple, dans le 20e. Jusqu'ici, j'ai eu des clients chiants. Ok. Je- Les étrangers, ils t'emmerdent pas? Non, les étrangers sont contents, ils ont leur appart, ils payent, ils sont contents, ils ont le confort. Et les Et apparts, c'est nickel? Tout nickel. À chaque fois? Ouais, j'ai jamais eu de. Est-ce que j'ai eu des casses? Non, c'est rare. Ça fait 10 ans que je fais de la location, donc oui, j'ai récupéré des appartements Dans un état dans un état pitoyable, mais dans l'ensemble, ça allait quand même. Non, mais en fait, la question elle était ciblée sur cet appart à côté des Champs-Élysées. Non, tout Celui-là, va bien. t'as jamais aucun Non. problème. Aucun. C'est pour ça que du coup que je réitère l'opération. Ok. Parce que avec du coup là mon nouveau mode d'exploitation, j'ai fait le bilan et les meilleurs clients c'est les étrangers. Et par exemple j'ai un T3 dans le 20e que je joue très bien en fait. Je joue à des étudiants, ça se passe très bien. Non, mais puis ce qui est drôle, c'est que depuis que tu parles de cet appart, tu parles plus de locataire. Ouais, c'est des Tu clients. parles de clients. Bah, c'est des clients. Non, mais c'est Bah oui. en fait, ça me fait penser un peu à Binge. Ouais, avec Qui- la location courte durée. Avec la location courte durée, quand tu parles avec Benjamin de la location courte durée, Ouais. il ne te parle jamais d'immobilier en fait. Il te parle d'expérience client, il te parle de client, D'entrepreneuriat. d'entrepreneuriat, mais jamais il parle d'immobilier. Parce que ça devient du business en fait, c'est plus de la Bien sûr. location. Mhm. Et j'ai des gens qui restent jusqu'à. En fait, aussi l'un des facteurs qui m'a fait me tourner vers ce mode d'exploitation, c'est que je me suis rendu compte que les gens à Paris restent pas longtemps en meublé, Mm. moins d'1 an en général. Mm. Et en fait, ça m'a saoulée. Je me suis dit, les gens payent un loyer classique, voilà, et puis ils se barrent au bout de 10 mois. Et moi, je me retrouve à la rotation, c'est pénible. Mm. Et c'est là que je me suis dit, autant prendre des gens pour 6 mois. Et qui, du coup, Tu sais payer- qu'ils viennent pour 6 mois. je sais qu'ils viennent pour 6 mois. Par contre, ils payent. Voilà. Et en plus, franchement, cet argent-là, il paye plus cher, mais en fait, c'est énormément de travail d'accueillir des gens pour des durées comme ça, en fait, parce qu'il faut entretenir les biens, il y a toujours des choses, il faut que tout soit nickel, tout ça, quoi. Ok. Et du coup, tu pars sur un bail meublé classique? Ça dépend. Bail résidence secondaire. Ok. Ouais, bail résidence secondaire. Ça dépend de la durée de location. Mais du coup, c'est de la LCD déguisée, le terme est pas bon. Mm. Mais du coup, tu n'es pas soumis à la réglementation. Non. C'est pas de la location courte durée, en fait. Ok. Parce que C'est ça dure plus de parce que ton bail est de minimum 3 mois. 3 mois, ouais, c'est ça. Et puis t'as un bail déjà. Et t'as un Ouais, bail, bien sûr. exactement. Ouais, Ouais, bien c'est sûr. de la C'est location. juste En ça. fait, c'est de la location. C'est juste que j'accepte de louer mon bien pour 3 mois, 4 Non, mais mois, t'en as 5 qui mois. doivent rester un mois, j'imagine. C'est rare. C'est rare. C'est Petite rare, question ouais. juridique. Et puis, j'aime pas, ouais, c'est J'ai pas trop du tout la réponse, mais si demain, je sais pas, moi, je veux louer un appart avec un bail pour 10 jours, je suis considéré comme de la LCD ou pas? 10 jours, ouais. Ok. En fait, Même s'il y a un bail? Ah oui, parce Ok. qu'en fait, moins de 3 mois, c'est la location saisonnière. Ok, moins de 3 mois. Moins de 3 Ok, mois, ça ouais. marche. Ouais. Ok, c'est vrai. c'est vraiment Moins de le. 3 mois, ouais. Très bien. Ouais. Ok.
Ah, mais au pire, tu fais un bail de 3 mois et la personne reste 10 jours et tu donnes pas de préavis. Non, mais c'est des déguisés, c'est pas Je légal. ne parlerai qu'en mais- présence de mon avocat. Bah, il est là. Ouais, mais moi j'aime bien quand c'est carré. Ouais. Ah, bien sûr, mais je dis normal. pas qu'il faut, Là, qu'il faut ouais. le faire ou pas le faire. Mais disons que tu es un peu sur un entre-deux. Aujourd'hui, il y a un flou juridique parce qu'il y a personne qui le fait. Non, c'est pas un flou juridique, j'ai tout clarifié. Hein. C'est pas un flou juridique, c'est juste en fait le gouvernement a justement mis en place la possibilité pour, en fait, pour les gens de trouver des logements pour une moyenne durée. Parce qu'avant, c'était pas possible, tu étais obligé de faire un bail de 1 an, etc. Parce qu'il y a le bail mobilité Oui. aussi. C'est juste que les gens l'utilisent pas parce que c'est vrai que tu prends pas de dépôt de garantie, Ouais. t'es pas assuré que la personne elle te paye, etc. Donc en soi, le bail mobilité, c'est l'arnaque pour les propriétaires. Donc toi, tu fais un bail, parce que du coup, tu fais un bail, mais d'entrée, la personne te dit je pars telle date. En fait, c'est la durée, elle est fixe. Elle est fixe. Elle est fixe Dès la signature. dès la signature, ouais. Et c'est Pour cette personne-là en particulier, donc tu fais un bail que tu adaptes à chaque fois en fonction des Ça peut être profils. 3 mois, si la 6 personne mois, reste 3 un an. mois, là par exemple, dans un appart, il y en a qui viennent le 2 août jusqu'au 30 mai. Bon, bah, dès le départ, le bail, c'est 30 août au 2 mai. Et t'es payé d'avance sur tous les mois. Non, Non. c'est payé mensuellement. Non, C'est parce payé que tu disais tout à mensuellement. l'heure que tu avais des personnes qui payaient d'avance. Il y en a, mais en fait, il y en a, mais globalement, non, ils payent mensuellement. Ouais. D'accord. Ils payent mensuellement. Et surtout, en fait, le truc, c'est qu'il y a la garantie étude d'appart. Ça, c'est Ouais. c'est hyper bien. Tu l'as déjà fait fonctionner? J'ai jamais eu à l'activer, Ok. mais limite, en fait, je la demande plus là, parce que ça fait payer les locataires ou les clients en plus, et il n'y a pas forcément besoin. Parce que, en fait, quand tu loues à des étrangers, les étrangers, ils viennent pas pour pas Ouais. payer, quoi. Ouais. Ils viennent pour faire des études, ils viennent pour une mission, ils viennent pas pour pas payer leur loyer, quoi. Puis il y a qu'en France où les gens se disent bon, bah voilà, je vais juste pas Je payer paye mon pas loyer, et je reste. et il va rien se À passer. mon avis, au Mexique, c'est pas la même chanson. Oui, non, au Mexique, tu payes ton loyer. tu payes ton loyer. Ouais. Sinon, le padre, Ouais. il va venir s'occuper de toi. Elle plombe. Ok, bah, c'est intéressant. Et du coup, ça te permet donc 3 500 € par mois. Si on multiplie par 12, ouais, en effet, tu es sur un rendement qui s'approche des 10% à peu près par rapport Ouais. au chiffre que tu Un nous as peu annoncé. moins, je suis à 8 ou 9, ouais. 8 ou 9. Ok. Mais par contre, avec une dimension patrimoniale assez incroyable. Ouais. Ok. Ouais. Tout le monde ne peut pas dire qu'il a ou qu'elle a un appart sur les champs. Après, on s'en fiche de le dire. Enfin, Non, non, ce qui mais- compte, c'est- mais Peut-être que c'est un appart dans 10 ans que tu seras contente de retrouver pour toi, ou tu vois. Ouais, après, tout n'est pas rose, hein, parce qu'en l'occurrence, dans cet immeuble, il y a des fissures. Donc, je sais qu'à l'avenir, on va avoir des problèmes. Il y a Ok. des charges de copro démesurées ou pas, ou ça Non, change ça rien va, ça va. Mais il y a juste des fissures, parce qu'en fait, c'est une surélévation. Ok. Il y a des fissures, donc voilà, il faut. Voilà, c'est pas tout rose, quoi. C'est quoi le gros point négatif de cet investissement? Celui que tu C'est nous as cette pas histoire dit. de fissures où je sais que Ah, mais à ça, terme. c'est juste cet immeuble. Mais Oui. à part cet immeuble. Ah oui, à part Ça aurait cet été dans immeuble. un autre immeuble. C'est quoi le point négatif? Le rendement qui est intéressant mais qui est pas délirant. Alors, le point négatif, c'est. Alors, en fait, c'est la réglementation sur les loyers. Ok. L'encadrement des loyers. oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'encadrement des loyers ne s'applique qu'aux résidences principales. Ok. Ah, c'est pour ça que tu fais un bail de résidence secondaire. Oui, même, en fait, je vous dis, j'ai fait mes recherches, j'ai validé, etc. Le truc, c'est qu'une personne qui vient à Paris pour 3 mois, 6 Ouais. mois, c'est pas sa résidence principale, en fait. Parce que la résidence principale, c'est le lieu où on réside 8 mois, au moins 8 mois par an. D'accord. Donc, la personne qui est là 6 mois, C'est pas au moins 6 mois? non, c'est 8 mois. Ok. C'est l'endroit où on réside la majeure partie de l'année. Donc, oui, 8 mois. Après, en soi, en fait, il y a différents critères. Mm. En soi, par exemple, si tu fais un achat-revente, etc., il n'y a pas de durée minimum. Mais c'est juste que concrètement, si tu veux faire un recours, si tu es dans un endroit 3 mois, concrètement, bah non, c'est pas crédible de dire que c'est ta résidence principale. Ouais, quoi. tout à fait. Ouais. Ok. Et en plus, ça a été validé par la Cour de cassation. Parce que tu as une personne qui a fait de la LCD et qui ensuite, le reste de l'année, a loué en durée moyenne. Et ça n'a pas été considéré comme la courte durée. Ok. Donc, tu peux louer en toute légalité sur des durées moyennes. Mais il y en a aucun qui t'a demandé de prolonger. Il y en a aucun qui t'a dit je pars le 10 mai et finalement il est parti le 20 juin. Ça peut arriver, ouais. Peut-être Ok. pas un mois de plus, mais quelques jours de plus. Ouais. Ouais. Ok. Et là dans ce cas tu. Un bail. Tu prolonges le bail, tu fais un avenant. Ok, intéressant. Et donc du coup, pas de point négatif majeur sur cette stratégie-là. Pas que tu as découvert. Ah si, bah, par contre, c'est très, très chiant à gérer. Hein. Parce qu'en fait, tu es à cheval, c'est vrai que tu es un petit peu à cheval entre la courte durée et la longue durée. Entre Et c'est plutôt de la longue entre durée. l'hôtellerie et l'immobilier, en fait. Ouais. C'est Et- pas toi qui t'en occupe. J'ai une gestionnaire qui est géniale. Donc ça Mais- change rien pour toi. J'ai quand même des choses à faire. T'as quand même des Franchement, choses à faire. j'ai quand même des choses à faire. Ouais. Parce que c'est pas elle qui fait le bail. Si, elle fait tout, mais il y a quand même des choses à faire. Tu vois, c'est tout con, mais voilà, par exemple, j'ai un ballon qui vient de péter là dans un appart. Ouais. Euh, Mais ça, il aurait pété que tu fasses de la longue ou de la moyenne durée. oui,
Mais le truc, c'est quand quelqu'un est là. 3 mois, il est 3 plus mois, exigeant que quelqu'un. Bah oui, et en plus, quand il paye cher, voilà. Donc, la personne, elle exige un remboursement, enfin une indemnité. Du coup, la gestionnaire a dû voir avec moi, j'ai dû échanger. Finalement, j'ai accepté, parce que oui, je considère que elle est là pour pas longtemps, elle paye cher, il faut qu'elle ait un service irréprochable. Donc, là-dessus, je l'ai remboursé. Le ballon, je l'ai changé. Là, je suis en train de le changer et c'est galère parce que le nouveau ballon est plus petit que l'ancien. C'est horrible, enfin, c'est hyper moche comme ça. Je dois faire un coffrage. Ça, c'est pas la gestionnaire, en fait, c'est moi. Et quand t'es pas là, quand tu délègues, je pense que vous le savez. Là, en l'occurrence, j'étais pas là quand le plombier a installé le nouveau ballon. Mais c'est moche, quoi. C'est horrible. C'est pas, disons que c'est pas fait comme toi tu aimerais que ça soit voilà. Ouais. Du coup, t'es quand même obligé d'avoir un œil dessus. fait. Ok. C'est quoi les... Parce que je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour de ton histoire. Avant de te poser les dernières questions, c'est qui Sonia dans 1 an, 5 ans, 10 ans? C'est quoi tes prochains objectifs? Là, tu nous as dit que tu voulais constituer un empire, que tu l'avais partiellement fait, donc ça sera la première étape. Mais est-ce qu'il y a un enjeu entrepreneurial? On n'en a pas discuté. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la volonté de développer des entreprises qui proposent du service? J'en sais rien. Il y en a qui montent des boîtes de travaux, il y en a qui montent des agences, il y en a qui montent que sais-je. Tu as des idées ou pas du tout? Tu veux rester juste uniquement sur l'investissement immobilier? Non, ouais, j'ai des idées, ouais. Déjà, j'adore l'immobilier. J'en ai besoin, en fait. Je sais que je ferai toujours ça. Il y a des périodes où je me dis, bon, j'arrête. Mais en fait, on n'arrête jamais. Donc ça, ce sera toujours là. Et après, oui, il y a différents projets. En fait, je suis hyper active. J'adore faire des choses. J'adore lancer des projets. J'adore me lancer des défis. Donc, ouais. Tu sais lesquels? Ouais, j'ai des idées, ouais. Tu veux les partager? Pas encore. Ok, ça marche. Et donc, d'un point de vue immobilier, si j'ai aussi une petite question, tu veux monter un empire, tu veux le faire seul. J'imagine qu'aujourd'hui, ton objectif, c'est 10 millions. Quand il sera passé, tu en auras un autre, je pense. Sauf si tu souhaites t'arrêter, mais la plupart du temps, nos profils on a vocation à toujours chercher à se développer. Pourquoi tu n'as pas fait le choix d'aller chercher un associé pour aller chercher plus de dettes et croître de manière différente? En fait, pour moi, l'immobilier... En fait, dans l'immobilier, tu as ceux qui s'associent et tu as les loups solitaires. Tu vois, par exemple, là, je suis avec mon compagnon, lui aussi fait de l'immobilier, mais on a des stratégies tellement différentes que lui, il n'achèterait jamais ce que moi j'achète et lui, il n'achèterait jamais ce que... Voilà. J'ai perdu ma phrase, du coup. Ouais, mais en gros, il n'achèterait pas ce que toi t'achètes et toi t'achèterais pas ce qu'il achète. On n'est pas du tout sur la même stratégie. Lui, il est sur des immeubles de rapport dans le Nord. Voilà, on n'est pas du tout raccord sur nos projets. Mais par contre, en entrepreneuriat, oui, on a envie de faire des choses ensemble. Ouais. Ok. Ouais. Donc du coup, toi, l'immobilier, tu le vois solo. Ouais. Par contre, tes projets entrepreneuriaux, tu comptes les développer avec d'autres personnes ou avec mon compagnon, en tout cas à deux, ouais. Mais l'immobilier, c'est mon truc, quoi. J'aime bien. Ok. Ouais. Ça marche. Parfait. Je te laisse les dernières questions. Et c'est parti. Vas-y. Est-ce que tu as des passions inavouables que tu n'as jamais dites à personne? On la veut. Il y en a une forcément. De toute façon, là, t'as souri, donc tu t'es trahi. Il la faut. Et au pire, on fera du montage. On attend tant qu'on l'a pas, on bouge pas. Et on aime bien les blancs, ça peut être gênant. Donc, moi, le blanc, ça m'inquiète pas. donc, nous t'écoutons. Tu connais le podcast en plus, donc forcément. Il n'y a pas de secret. On ne donne pas d'exemple. En fait, c'est pour ça que je souris, c'est parce que j'ai écouté du coup vos autres podcasts et en fait, je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas. Mauvais joueur. Les prochains, de toute façon, on les invite que s'ils en ont. Sinon, donc, tu n'as aucune passion inavouable? Inavouable. Alors, t'en as une, mais du coup, tellement inavouable que tu peux pas le dire. Mais une qui est entre les deux. En fait, qu'est-ce que vous voulez dire par passion inavouable? Parce que... Ou un toc inavouable. J'ai trouvé ça bien la dernière fois, l'idée de toc. Qu'est-ce qu'on veut dire? Par exemple, Kylian, il nous a dit que sa passion, c'était de se masturber 5 fois par jour. Ça, c'est sa passion. Simon d'Aragon, il collectionne les chemises. Ouais, c'est un vrai en off, il nous a dit que... On a le chiffre exact. Ouais. Il a on n'était pas sur le bon chiffre en podcast, mais il nous a quand même balancé l'info. Enfin, tu vois, il y a collection des chaussons d'hôtel, et ça encore, c'est une passion approximative. Ou un toc, mais il y a forcément un truc que tu fais où t'en es pas la plus fière. On aime bien, franchement. on aime bien mettre parce que souvent on crée une image hyper positive et tant mieux de la personne, mais c'est vrai qu'on aime bien montrer qu'on reste que des humains et qu'avant tout on fait des choses comme tout le monde. Mais en fait, vraiment, je vois pas. Je vois pas. En plus, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé. J'ai même pas de. Qu'est-ce que je fais? Après, oui, je fais du shopping, mais
Pas spécialement plus qu'une autre femme, en tout cas pas plus que, que ta femme, Erwan. Oui, non, mais là, on est sur là, on est. Oui, un vrai c'est au là. niveau pro, là. C'est maladif. Oui, oui, oui. Non, non, c'est quelqu'un qui s'entraîne, qui va chercher la performance. Voilà, on est sur un vrai profil, tu vois. C'est professionnel, c'est un métier. Non, je sais pas. Peut-être que, je sais pas, dès que je vois des livres en dev perso, même des livres en général, avant que je lisais beaucoup de romans, en fait, je cumule des livres. Je sais pas, j'ai beaucoup de livres. C'est pas une passion inavouable, ça. Non, pas du tout, non. Passion inavouable. Hein. Ah si, peut-être, ouais. Je vais regarder des carrelages régulièrement, parce que j'aime bien. Ouais. C'est gentil. On s'en approche. Vas-y, hein, continue. On va y arriver. Hein. On va y arriver. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça. Je vais dans des boutiques de carrelage juste pour le plaisir de voir des nouveautés. Du carrelage. Quoi. Ouais, ça va. Non, il n'y a rien du tout. Passion inavouable. Déjà, est-ce que tu as des passions? Oui, c'est l'immobilier. Alors ça c'est pour ça c'est fait pour vendre des formations. Ensuite, J'ai une autre passion, c'est la mode. ok, Ça, c'est pour vendre des vêtements. ok. Non mais ça, ok. Et d'autres, le sport, des choses comme ça. Je fais du sport, mais juste parce qu'il faut en faire. C'est pas mon. Ouais, t'aimes pas Tu ça. fais pas par plaisir. Non. Ok. Ok, J'ai un coach qui me fouette pour faire du sport. ok. Ok, bah, ça c'est une passion inavouable. Bon, dernière question. Arrête de t'embêter. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée, qu'on aurait dû te poser, ou un sujet qu'on n'a pas traité et que tu aurais aimé aborder? Si oui, lequel? Alors, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés T'as pas demandé à cette chiffre peut-être? Non, peut-être. Non, mais j'ai peut-être juste quelque chose à dire. Ouais. Vas-y. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, moi, dans mon parcours, vraiment, ce qui m'a à chaque fois fait avancer, c'est en fait, la détermination. En fait, ouais, j'ai juste envie de dire du coup qu'il faut toujours croire en soi, parce que moi, ça n'a pas été facile en fait de devenir investisseur. J'avais beaucoup de croyances limitantes. Et en fait, ça a été un long parcours, moi, de quitter mes croyances limitantes et de devenir investisseur. Et voilà, en tout cas, c'est la détermination et la persévérance qui fait qu'au bout du compte, on y arrive. Et foncez. Et foncer, ouais. La motivation finalement. Ouais, la motivation. Il faut vraiment le vouloir, ouais. Ok. Bah, c'est une bonne C'est conclusion. un joli mot de la fin. Merci, Sonia. Merci à vous. Bah merci à toi et puis nous on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut.